Info. Bientôt 16h sur BFM TV, nous sommes encore ensemble pendant 2 heures dans l'après-midi info. À la une cet après-midi, cette réunion poursuivre la paix, c'était son intitulé. Peu d'annonces convaincantes hier après les 3 heures de sommet en Alaska sur l'avenir de la Russie. Les présidents Trump et Poutine qui se sont rencontrés dans un cadre plus que cordial, mais sans parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine. Immédiatement après la réunion, le président américain a appelé Volodymyr Zelensky et les principaux dirigeants européens pour aller plus loin. Le président ukrainien qui sera reçu lundi à Washington. Décryptage de cette rencontre historique avec nos envoyés spéciaux et nos spécialistes en plateau. La réponse européenne qui justement ne s'est pas fait attendre bien longtemps. Après plusieurs échanges, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont publié des communiqués actant leur poursuite d'un travail en faveur d'une paix véritable et durable en Ukraine, assortie de garanties de sécurité. Demain après-midi, une nouvelle réunion de la coalition des volontaires sera organisée en visioconférence. Au programme également ces autopsies qui livrent de nouvelles informations sur les circonstances de la mort de 2 des 4 cadavres qui ont été découvert dans la Seine à Choisy-le-Roi mercredi. Une deuxième enquête pour homicide volontaire vient d'être ouverte. Nous ferons le point dans ce journal. On parlera aussi de la chaleur qui se poursuit. 54 départements en vigilance orange canicule cet après-midi. Près de 40 degrés à Toulouse. Des départements aussi concernés par une vigilance au feu de forêt. Nous serons dans les zones les plus à risque avec nos envoyés spéciaux. Pursuing Peace, poursuivre la paix, c'était donc l'intitulé de ce sommet russo-américain hier en Alaska sur l'avenir de l'Ukraine. Il n'a duré que 3 heures au lieu des 6 à 7 heures promises par le Kremlin. Vladimir Poutine qui a été accueilli avec les honneurs par un Donald Trump hier, vous le voyez, qui a descendu les marches de son Air Force One à Anchorage, sur cette base militaire où il a accueilli son homologue russe, donc très cordialement, avec une poignée de main ferme mais amicale, avant de l'inviter à le rejoindre à bord de son véhicule présidentiel, The Beast. Laurence Haïm est notre envoyée spéciale à Anchorage. Laurence, cette rencontre tranche singulièrement sur l'image avec celle qui avait eu lieu en février dernier entre le président américain et cette fois-ci Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Volodymyr Zelensky qui avait été humilié. Vous allez précipiter le monde dans la 3e guerre mondiale. On se souvient tous de cette scène humiliante fin février dans le bureau ovale, au moment où le président Trump s'adressait au président Zelensky devant le vice-président Vance, qui rappelait à Zelensky à quel point il était mal habillé dans ce bureau ovale. Alors personne ne sait maintenant ce qui va se passer lundi quand le président Zelensky ira à Washington rencontrer Donald Trump à nouveau pour essayer de mettre fin au conflit ukrainien. Il y a très peu d'informations qui, ici, en plein milieu de la nuit, à Anchorage, nous sont parvenues dans cette salle de presse de la Maison-Blanche. Les reporters accrédités sont très rapidement en route pour Washington pour suivre ce qui va se passer lundi. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la rencontre devrait avoir lieu lundi après-midi en heure américaine, donc lundi soir en heure française. Une rencontre évidemment extrêmement attendue. Et on espère, tous disent déjà certains journalistes américains, que ce sera plus chaleureux qu'en février dernier. Laurent Saïm avec Nils Cambier à Anchorage. Avec nous en plateau, toujours le général Jérôme Pellistrandi, consultant défense pour BFM TV, et Michel Fayad qui nous a rejoint, analyste géopolitique. Bonjour à vous. On va justement faire un peu d'analyse quand on voit ces 2 hommes qui sont différents de base dans leur attitude, on le savait, mais là, il y avait quand même un Donald Trump qui paraissait un peu fatigué. On parlait de 6 à 7 heures de discussion hier soir, il n'y en a eu que 3. C'est déjà trop pour lui ? Peut-être, en tout cas, on sait certaines choses, notamment lors du dernier sommet de l'OTAN. Il avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de page recto-verso, mais dans le communiqué final, mais juste une page recto, ce qui en dit long aussi sur sa capacité à se concentrer et à durer, à travailler en termes de réunions. Et puis on sait aussi que les réunions à l'époque à l'OTAN aussi n'avaient pas duré très longtemps. Et puis il y a une méthode aussi russe qui est assez spéciale parce que d'après ce que les Reuters a révélé, Poutine est venu avec des cartes et a commencé à raconter l'histoire de l'Ukraine. Donc si ça a commencé par une partie histoire géo, ça a peut-être fatigué Trump, vous voyez, parce que
Et on sait que Poutine aime faire ce genre de choses. C'était une stratégie pour user son adversaire, comme il le fait peut-être un peu sur le terrain aussi. C'est très possible. D'ailleurs, au final, Trump s'est aligné sur beaucoup de choses que Poutine voulait. Notamment, par exemple, lorsque Poutine a dit... En fait, ça fait longtemps que Poutine dit « je veux pas de cessez-le-feu, je veux qu'on aille négocier directement un accord de paix ». Puis Trump sort et c'est ce qu'il dit. Donc, finalement, Poutine a obtenu ce qu'il voulait et Trump s'est aligné. Et on a vu donc un Trump à la fin suivre, aligné, fatigué, épuisé. Général Pellistrandi, c'est de l'épuisement ou peut-être de l'agacement de ne pas avoir réussi à tenir tête à Poutine? Je pense qu'il y a tout cela, plus le fait, et moi ça m'a énormément frappé, c'est qu'il accuse son âge. Il a 79 ans. Ça se voit, et c'était très, très curieux de voir le contraste entre un Trump qui descend avec l'escalier d'Air Force One en se tenant par la rampe, qui marche lourdement. Donc ça, c'est au début de la rencontre. Alors bien sûr, il a des heures il y a eu le vol, il y a le décalage horaire par rapport à Washington. Mais regardez, Vladimir Poutine qui a 72 ans, qui est frêle, qui apparaît beaucoup plus dynamique. Alors là-dessus, vous rajoutez entre les maquillages et la chirurgie esthétique, mais tout ça, oui, mais ce sont des éléments qui sont extrêmement importants puisque, en fait, ils misent les deux sur l'image et la communication. Et à la fin, on a un Trump qui finalement c'est allé plus vite. Le repas, il y avait un déjeuner qui était prévu, il a été annulé. Bon, parce que visiblement, il était fatigué. Enfin voilà, il était fatigué. Énervé, il s'est aligné. Et regardez, lorsque les images que l'on a vues, lorsqu'il retourne en quelque sorte vers Washington, il descend. Bon, il est 3 heures du matin, mais on sent qu'il est complètement épuisé. Il a dû téléphoner en plus à Zelensky, il a dû téléphoner aux dirigeants européens. Bon, il est lessivé. Voilà. Et ça peut se comprendre un petit peu quand même. Bien entendu, mais ce sont des éléments qui comptent. Alors que de l'autre côté, on avait une équipe très aguerrie. Sergueï Lavrov était arrivé la veille à Anchorage. Vous voyez, tous ces éléments-là font que, au final, celui qui gagne en termes de communication, c'est Vladimir Poutine par rapport à Donald Trump. C'est vrai, Michel Fayad, que c'était une bataille d'images. Les deux le savaient, les deux maîtrisent leur communication respective. Oui, puis pour compléter ce qu'a dit le général, vous savez, Poutine, avant d'arriver, on l'a vu en Russie en train de se balader, de rencontrer les gens. Et puis après la réunion, il est parti au cimetière, il a rencontré l'évêque, les prêtres et tout. Donc en fait, il a montré qu'il était cool et relax. Et finalement, il a presque passé plus de temps en Alaska, puisqu'il est allé sur ce cimetière où il y a donc des soldats soviétiques de confession orthodoxe qui ont été enterrés, à l'époque où les soviétiques et les Américains étaient alliés, alors que Donald Trump n'a même pas eu de contact d'ailleurs avec la population d'Alaska. Il s'est posé, sur la base, il est reparti. Et restez avec nous, on va prendre la direction de Dnipro pour retrouver notre envoyé spécial Nicolas Coadou avec ces pourparlers qui ont eu lieu hier en Alaska, à des milliers de kilomètres de là, qui n'ont pas abouti à un cessez-le-feu comme le souhaitait le président américain. Et preuve en est, ce sont ces frappes qui ont eu lieu, frappes russes de missiles, de drones, cette nuit à plusieurs endroits de l'Ukraine. Et un Volodymyr Zelensky qui est attendu lundi à la Maison-Blanche par le président américain. Que pensent les Ukrainiens de cet événement et de cette invitation ? Alors déjà, les Ukrainiens, ils ont été particulièrement outragés par l'accueil qui a été réservé hier par Donald Trump au président russe Vladimir Poutine. Ce tapis rouge, cette poignée de main, cette montée dans la voiture, The Beast de Donald Trump que vous avez évoqué. Pourquoi ? Parce qu'elle tranche nettement avec le précédent accueil qui avait été réservé par Donald Trump à Volodymyr Zelensky. En revanche, pour le côté un petit peu plus positif, il faut dire que certains Ukrainiens s'attendaient finalement à pire hier soir. Ils s'attendaient à une conférence de presse où Donald Trump aurait demandé directement aux Ukrainiens de faire des concessions territoriales. On en parlait depuis un petit peu plus d'une semaine. Finalement, il n'y a pas de cessez-le-feu, mais le président américain a été un petit peu plus nuancé qu'attendu, puisqu'il a dit qu'il allait d'abord discuter avec
l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, il a appelé d'ailleurs le président directement derrière. Et finalement, maintenant on est en attente de savoir comment va se passer cette réunion lundi, cette réunion donc bilatérale entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Il y a bien évidemment le spectre de cette dernière rencontre qui s'était très mal passée il y a quelques mois dans le bureau ovale et forcément l'inquiétude que ça se passe de la même manière, que Donald Trump veuille imposer des choses inacceptables comme des cessions de territoire à Volodymyr Zelensky et tout ça devant les caméras du monde entier. Alors, vous avez également parlé des frappes. C'est finalement pas très surprenant pour les Ukrainiens qui dénoncent un cynisme de la part de Vladimir Poutine. La coïncidence, d'ailleurs, à peine la conférence de presse terminée, seulement quelques secondes après, on a pu entendre des alertes au bombardement sur Dnipro avec des missiles qui ont été envoyés sur cette ville, sur la ville de Soumy également, sur Kharkiv. Bref, une manière de montrer qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu et que cette guerre continue. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky, qui s'est exprimé aujourd'hui, a expliqué que son armée avait réussi quelques coups, notamment en repoussant une infiltration russe dans la région de Donetsk, mais que de manière générale, il s'attendait à une intensification des attaques et des assauts russes dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour améliorer, dit-il, la position de la Russie dans ces négociations. Nicolas Quado avec Théo Touché à Dnipro en Ukraine pour BFM TV. Volodymyr Zelensky, donc lundi reçu par Donald Trump. Peut-être bientôt Donald Trump reçu au Kremlin par Vladimir Poutine. En tout cas, l'invitation a été lancée hier à l'issue de cette conférence de presse. Le chef du Kremlin qui a besoin du soutien économique des États-Unis. Décryptage de ce moment et de toute cette rencontre historique avec Adrien Spiteri et nos envoyés spéciaux. À son arrivée en Alaska, Vladimir Poutine est accueilli sous les applaudissements de Donald Trump, présent sur un tapis rouge déroulé spécialement pour l'occasion. Comme un signe de proximité, le président américain invite ensuite son homologue russe à monter dans sa voiture, puis le laisse s'exprimer en premier face à la presse à l'issue de ce sommet. Clairement, on est dans une réhabilitation de Vladimir Poutine en grande pompe sous le sol américain. Et d'ailleurs, il a lancé pendant la conférence de presse l'idée d'une visite de Donald Trump à Moscou. Donc il était pleinement dans l'exercice de provocation. Alors Vladimir Poutine a-t-il remporté ce bras de fer ? Vladimir Poutine apparaît comme le grand triomphateur de cette rencontre, mais n'oublions pas qu'il vient aussi en position de demandeur. Il est le président d'une fédération de Russie dont l'économie est en récession. Là, Poutine a besoin du renfort économique américain. Pour Donald Trump, la balle est désormais dans le camp des Européens et des Ukrainiens, absents de ces discussions. Ce n'est pas encore fait. L'Ukraine doit donner son accord. Je veux dire, le président Zelensky doit donner son accord. Mais c'est une guerre terrible, où il perd beaucoup, tout comme l'autre camp. Espérons que cela puisse aboutir. Ce serait une grande réussite pour eux. Volodymyr Zelensky rencontrera justement Donald Trump lundi à Washington, alors que l'armée russe a lancé 85 drones et un missile sur l'Ukraine cette nuit. Et sur son chemin retour vers Washington à bord de Air Force One hier, le président américain a beaucoup parlé, on le disait fatigué et pour cause. Il a échangé de longues heures, en tout cas plus d'une heure et demie avec Emmanuel Macron, avec plusieurs dirigeants européens également. C'était ce matin, heure française, donc avec, vous voyez, le président français, le président ukrainien, mais également le chancelier allemand, d'autres responsables également de pays européens, de cette coalition des volontaires, notamment aussi la présidente de la Commission européenne, Hugo Capelli, notre envoyé spécial dans le Var, devant le fort de Brégançon à Bormes-les-Mimosas, où se trouve actuellement justement le président français, qui convoque demain, avec le chancelier allemand et le Premier ministre britannique, une réunion de cette coalition des volontaires pour continuer de poursuivre un but de cessez-le-feu donc en Ukraine. Oui, exactement. Emmanuel Macron qui se trouve du côté du fort de Brégançon et qui a multiplié les appels ce matin. Un premier appel avec le président américain Donald Trump et puis un deuxième appel avec les dirigeants européens. Et donc à la suite de ces différents échanges, Emmanuel Macron a donc publié une communication sur les réseaux sociaux. Il est évidemment revenu sur ce qui s'est passé en Alaska et sur le fait que Vladimir Poutine n'accepte pas un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Voilà donc par conséquent
conséquent ce que dit Emmanuel Macron. Il est indispensable de continuer à soutenir l'Ukraine et de faire pression sur la Russie tant que sa guerre d'agression se poursuit. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que la France est toujours bel et bien du côté des Ukrainiens. Le président qui évoquait dans ce message justement de nouvelles réunions. Il y aura demain à 15h une nouvelle réunion de la coalition des volontaires en visioconférence. Ce sont, vous savez, ces fameux pays qui soutiennent Kiev, qui soutiennent Volodymyr Zelensky et qui veulent se coordonner à l'approche donc d'un nouveau rendez-vous de négociation qui aura lieu à Washington avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Hugo Capelli à Bormes-les-Mimosas dans le Var pour BFM TV. Michel Fayad, là l'Europe a une nouvelle carte à jouer et d'ailleurs n'attend pas bien longtemps avant de répondre et de convoquer cette réunion, cette coalition des volontaires. Oui, maintenant la question c'est vraiment qu'est-ce que l'Europe peut faire pour réellement peser. Moi, le scénario que je verrais si j'étais conseiller des chefs d'État européens, ça serait de proposer en fait que cet accord de paix ne soit pas signé par la Russie et l'Ukraine seuls, mais également par les États-Unis, voire aussi par l'Europe. C'est déjà arrivé dans l'histoire où une partie non belligérante signe également le traité, l'accord de paix, pour être une sorte de garantie de l'application, de l'exécution de cet accord. Je prends un exemple. Par exemple, autrefois, l'accord entre Israël et le Liban de mai 83 avait été signé par Israël, le Liban et les États-Unis. Et il y a eu d'autres accords de ce même type. Mais donc, on pourrait imaginer comme garantie de sécurité pour l'Ukraine le fait que donc les États-Unis et, espérons-le, l'Europe soient également signataires de cet accord. Ça serait assez rassurant, en tout cas, pour les Ukrainiens. Après, je ne sais pas quelle serait, enfin, si c'est l'idée qu'ils ont, mais enfin, en tout cas, c'est celle pour laquelle je pousserai, parce que en réalité, ce qui a été dit jusqu'à maintenant dans le communiqué, c'est uniquement des choses, enfin la position habituelle en fait des Européens, qu'on connaissait déjà absolument. Et en fait, on sait que Poutine ne les veut pas, ne les accepte pas. Donc soit on va rester bloqué au même niveau, mais c'est le jeu en même temps. Je veux dire, le communiqué est parfaitement logique. Mais je dis, une fois qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je pense que la carte qu'on peut jouer, c'est vraiment la signature dans l'accord. Rapidement, Général Pellistrandi, avant d'en venir à cette petite anecdote que vous allez nous livrer sur la dernière visite du président Trump à Moscou. Juste pour dire, hier, c'est cette réunion qui a vraiment accouché de rien derrière. Pas d'annonce, c'est mieux qu'une mauvaise annonce pour l'Ukraine à ce stade ? De toute façon, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y aura que des mauvaises solutions. Donc, alors, il y en a qui sont plus mauvaises que d'autres. Celles proposées par Poutine sont catastrophiques. D'autres sont moins mauvaises. Et donc, le sommet d'hier est une étape. Voilà, sur quoi va-t-elle déboucher ? On le verra progressivement. Mais c'est pas inutile, mais pour autant, rien n'est réglé. Vous restez avec nous, messieurs. On va continuer de développer cette rencontre et l'après-sommet Trump-Poutine dans quelques instants. D'abord, à 16h16, dans l'après-midi info, ces nouveaux éléments concernant la découverte de 4 cadavres dans la Seine. C'était mercredi au niveau de la commune de Choisy-le-Roi. Célia Vallée du service police-justice nous a rejoint. Deuxième enquête ouverte, Célia, pour homicide volontaire. Oui, ce sont les résultats du scanner qui permettent d'ouvrir cette deuxième enquête. Un scanner dans lequel les 3 corps ont été analysés. Un examen qui est plus approfondi et qui permet donc de mettre en évidence des traces de lésions de violence. Voilà pourquoi enquête pour homicide volontaire. S'il a fallu attendre ces résultats, c'est parce que les corps, quand ils ont été repêchés, ils étaient très dégradés. Et à ce stade, il était impossible de voir des traces de violence. On voyait simplement que c'était des hommes, des adultes, mais sans plus de précision. Donc on a 2 potentielles victimes de meurtre pour l'instant et 2 enquêtes également pour recherche des causes de la mort. Ça peut évoluer en fonction des jours à venir, en fonction des examens qui vont être faits par les enquêteurs, et le parquet de Créteil n'écarte pas d'ouvrir une enquête pour homicide volontaire. Et parmi ces examens, il y a l'autopsie et notamment celle qui a été pratiquée sur l'un des corps a permis de l'identifier, celui qui a été le moins détérioré. Absolument, il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années qui est domicilié dans le Val-de-Marne. C'est les premiers éléments qu'on a, c'est les seuls, et c'est le seul qui a été identifié. Pour les autres défunts, il reste encore beaucoup d'examens à faire par les enquêteurs, notamment des examens de tissus biologiques, les examens également toxicologiques pour voir s'il y a la présence de stupéfiants ou des traces d'empoisonnement. Et les experts vont également rechercher les diatomées, c'est ce qui permet de savoir s'il y a eu une noyade ou non. Merci beaucoup Célia pour toutes ces précisions. On était il y a quelques minutes avec Caroline Rambaud, médecin légiste, qui nous explique justement comment les enquêteurs travaillent avec en plus ces corps particulièrement détériorés. Il y a des étapes à respecter.
Oui, alors le scanner, en général, on le fait avant l'autopsie, de façon à guider éventuellement l'autopsie en fonction des résultats du scanner. Donc là, s'il y a des lésions de violence qui ont été trouvées au scanner, reste à savoir si ce sont des lésions de violence provoquées par un tiers ou si ce sont des lésions qui sont arrivées au cours du charriage du corps par le fleuve. En effet, quand un corps est dans une rivière, dans un fleuve, il y a des éléments qui flottent également et qui peuvent le traumatiser. Donc reste à savoir si ces nouveaux éléments correspondent bien à l'action d'un tiers ou bien si c'est des lésions de violence de conjoncture, de rencontre du corps au cours de sa dérive. Ce type d'enquête, de recherche particulière, hein, elles peuvent prendre combien de temps à des médecins légistes? Est-ce que c'est long comme travail? C'est relativement long, mais normalement, ils doivent déjà avoir une bonne idée en fonction des lésions qui ont été trouvées au scanner et de ce qu'ils ont trouvé à l'autopsie. Même si l'autopsie était très difficile parce que les corps étaient très abîmés, on arrive quand même à retrouver les lésions qui sont vues au scanner et à savoir si ce sont des lésions qui sont produites du vivant du sujet ou bien post-mortem. Merci beaucoup Caroline Rambaud pour votre éclairage. Peut-être encore avant de vous laisser, si vous voulez bien travailler, enfin nous expliquer justement le travail de ces enquêteurs, vos services aussi. Est-ce que ce genre de situation relève entre guillemets de... Est-ce que c'est courant de retrouver comme ça simultanément 4 corps qui sont immergés depuis peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines, dans la Seine en l'occurrence ? Alors, trouver un corps dans la Seine, c'est très fréquent. En trouver 4 au même endroit, c'est rarissime. C'est peut-être, comme il a été évoqué, le fait du courant et d'une anse, d'un endroit où les corps peuvent s'agglutiner parce qu'il y a des branchages, parce qu'il y a un repli de la Seine. Je ne sais pas, il faut voir la configuration du terrain. Mais en tout cas, c'est tout à fait exceptionnel d'en trouver 4 d'un coup. On en vient à présent à cette autre actualité, la vague de chaleur qui se poursuit dans l'Hexagone. Loïc Rivière, notre journaliste météo-climat, est avec nous, avec donc plus d'une cinquantaine de départements de l'Hexagone qui sont concernés, on le voit sur cette image, par cette canicule de niveau orange, notamment des départements bretons. Oui, 54 départements précisément, ça remonte jusqu'au Finistère, jusqu'au Morbihan. Le département de l'Aude est évidemment concerné. Il faut noter plus de 40 degrés, 41 degrés relevés à Saint-Nazaire d'Aude. C'est notre 8e jour à plus de 40 degrés sur ce secteur. C'est vous dire comme cette canicule a été intense au sud. On commence à distinguer le bout de cet épisode. Alors lundi à l'ouest du pays, mardi en allant vers le sud-est, à l'approche de cette goutte froide, cette dépression au large sur l'océan. C'est elle qui a fait remonter ces très fortes chaleurs. Mais quand elle va se rapprocher, elle va nous donner des orages potentiellement violents et les températures vont chuter dans la foulée. Alors cet après-midi, encore des pointes à plus de 40 degrés des bords de la Garonne jusqu'à l'arrière-pays méditerranéen. Demain, peu à peu, les plus fortes chaleurs vont se replier vers le sud. Ce sera un début d'amélioration pour ce dimanche. On dépassera encore les 40 degrés dans les Pyrénées-Orientales, dans le département de l'Aude. Et on va guetter ces orages qui vont arriver lundi, par l'ouest, d'abord sur la façade atlantique. Là, les températures vont déjà bien baisser en cours de journée. Mardi, orage à surveiller dans le sud du pays pour en donner de fortes pluies, de fortes rafales, parfois même de la grêle localement. Il y aura beaucoup de chaleur accumulée pour les alimenter. C'est le carburant pour ces orages violents qui vont même remonter vers le nord du pays pour la journée de mercredi. Allez, je vous offre les températures de ce mercredi si vous souffrez de la chaleur jour et nuit. Vous voyez, ça va bien baisser. On va perdre 10 à 15 degrés par endroit. On a souvent flirté avec les 40 degrés à Bordeaux. On n'aura plus que 25 degrés cette fois-ci, mercredi prochain. On sera même en dessous des moyennes en allant vers le sud du pays. Et on parlera dans un instant de la chaleur, de la canicule, mais surtout des feux de forêt. C'est les deux sont liés. Qui sont liés évidemment. Et regardez ces images de l'autre côté des Pyrénées, du côté de Villar-de-Vos, images en direct d'Espagne sur BFM TV avec ces épaisses fumées qui continuent de résulter de ces incendies qui ravagent une quinzaine d'incendies simultanés dans le pays voisin, dans le pays en Espagne du moins, en particulier dans le nord, dans le nord-ouest de l'Espagne. Et c'est là que se trouve justement Villar-de-Vos. Ça illustre bien donc cette situation qui a coûté la vie à 3 personnes à cause de ces incendies qui ont pris depuis plusieurs semaines maintenant. Le pays confronté à une double alerte à la fois à la canicule et un risque d'incendie très élevé à Extrême. Carla Plomb, Mathieu Le Peignet, Laura Cambeau.
Cet homme a dû fuir, contraint de tout laisser derrière lui face à un incendie déchaîné. Les feux, il y est malheureusement habitué, mais jamais d'une telle ampleur. Tous les étés, il y a des incendies. Ils sont plus ou moins importants, mais cette fois, le vent était tellement sec et violent que c'est vite devenu hors de contrôle pour les pompiers. Il fait partie des milliers de personnes évacuées en Castille et Léon face aux violents feux de forêt. Dans ce village, tous ont été accueillis dans ce gymnase, transformé en hébergement d'urgence par la Croix-Rouge. Mais aucune région n'échappe aux violents incendies. Exemple ici, à 40 km vers l'ouest, près de la frontière portugaise. Cette Française devait se rendre à Porto pour un mariage, mais face aux flammes incontrôlables, elle a rebroussé chemin. Alors c'est lunaire, hein. Là on revient de l'autoroute où ça faisait demi-tour. En fait c'est tout noir de partout. Et de toute façon, il n'y avait plus de voitures sur l'autoroute. Ce poste de secours est placé à mi-chemin entre deux foyers distincts et menaçants. Menaçant, car les conditions météorologiques ne jouent pas en faveur des secours. Nous subissons une température très élevée, autour des 35 degrés en permanence, une humidité relative très faible, inférieure à 10%, et un vent avec des rafales à plus de 60 km/h. À cause de la canicule, le risque d'incendie va rester très élevé encore plusieurs jours, selon l'Agence météorologique nationale. Un risque de feu donc en Espagne, impressionnant avec ces images, mais ça peut être le cas. On l'a vécu il y a encore moins de 2 semaines dans l'Aude, ici en France, Loïc Rivière. La France qui continue d'être elle aussi concernée par un risque extrême de feu de forêt. C'est la même masse d'air qui nous survole en ce moment. À cette heure-ci, on a la même température à Séville, en Andalousie et en direction du département de l'Aude. Vous voyez tous ces départements en orange, 3 départements en vigilance rouge pour ce risque d'incendie pour aujourd'hui. La Drôme, le Vaucluse et donc le département de l'Aude. Demain, 5 départements seront en alerte maximale des Bouches-du-Rhône en allant vers les Pyrénées-Orientales. Alors évidemment, de très fortes chaleurs sur ce secteur, mais aussi le vent, Mistral, Tramontane, qui vont accélérer jusqu'à 50, voire 70 km/h. Notez enfin tous ces départements en vigilance jaune. La sécheresse progresse dans le sud-ouest, mais aussi en Bretagne, en Normandie. Là aussi, il y a un risque bien réel d'incendie. Merci beaucoup Loïc Rivière, et donc prudence dans ces régions concernées. Vous restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Un nouveau journal dans ces heures qui suivent le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. C'était hier soir en Alaska, à Anchorage. Pas de cessez-le-feu, mais une volonté d'une paix durable. Le président de la République, Emmanuel Macron, co-présidera demain une réunion de la coalition des volontaires après ce sommet. Ce sera à 15h et ce sera par visioconférence. On revient dans un instant sur BFM TV. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Il est important de bien s'hydrater en ce moment. Nous allons à Évian, sur les bords du Léman. Température très élevée en début de journée, déjà 20 degrés à 7h du matin. L'eau du lac est à 23 degrés et on dépasse largement les 30 degrés en cours de journée. Évidemment, la Haute-Savoie, la Savoie reste en vigilance orange canicule. 54 départements concernés pour aujourd'hui, avec ça remonte jusqu'au Finistère, jusqu'au Morbihan. Ça va s'améliorer tout de même dans le courant de la nuit en Auvergne, sur le Limousin, en Bourgogne-Franche-Comté. 36 départements seront maintenus tout de même en vigilance orange pour cette journée de dimanche. C'est cette dépression sur l'océan qui souffle le chaud pour l'instant, le froid bientôt avec l'arrivée d'orages violents pour le début de la semaine prochaine. Au moins, les températures ont bien baissé. Pour ce dimanche, on aura beaucoup de soleil. À nouveau, quelques plaques de grisaille à noter sur le Pas-de-Calais en direction des Flandres et plus au sud, en direction de la Nouvelle-Aquitaine. Ces nuages prendront le large. Dans l'après-midi, le soleil va s'imposer. Vous voyez ce voile de nuages élevés tout de même qui va persister en allant vers l'ouest. Ce sont les fumées des incendies ibériques qui remontent le long de l'Atlantique. Le vent va accélérer près de la Méditerranée jusqu'à 70 km/h, d'où ce risque d'incendie très sévère des Bouches-du-Rhône jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Nous aurons quelques coups de tonnerre
sur les reliefs du sud, les températures seront déjà très élevées. Le matin, dans l'après-midi, on atteindra les 40 degrés, principalement sur le Roussillon. Vous aurez 37 à Bordeaux, 32 à Lyon et 28 à Paris. Je vous montre les températures de mercredi. Là, on va perdre 10 à 15 degrés en l'espace de quelques jours. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec Imaprotect, alarme et télésurveillance. Quelques minutes nous séparent de 16h30, il est 16h28, vous êtes sur BFM TV dans l'après-midi info, une édition en grande partie consacrée à cette question, quel avenir pour l'Ukraine après la rencontre hier entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, question qui va nous accompagner au moins jusqu'à lundi, jour où Volodymyr Zelensky va se rendre à la Maison-Blanche pour discuter avec le président des États-Unis. Le président de la République Emmanuel Macron, lui, co-présidera demain une réunion de la coalition des volontaires. La canicule également à la une de ce journal avec une légère amélioration, mais tout de même 54 départements qui restent en vigilance orange cet après-midi. Ce sera légèrement moins demain. Le risque incendie reste, lui, élevé, notamment dans 3 départements de l'Hexagone où il est en alerte rouge. Nous serons avec Clémence Renard dans l'Aude dans un instant. 90% des officines fermées aujourd'hui. Les pharmacies protestent contre la baisse des remises commerciales sur les génériques décrétées par le gouvernement. Une mesure dénoncée comme étant dangereuse pour l'avenir du réseau des officines. Et puis avec ce nouveau week-end de chassés-croisés sur les routes, il y a beaucoup de monde dans les 2 sens de circulation, donc beaucoup plus de risques d'accidents. Ce sont 338 personnes qui ont perdu la vie le mois dernier sur les routes de France métropolitaine, bien plus qu'en juillet de l'année dernière. Mais pourquoi faire? C'est la question qu'on peut se poser cet après-midi, quelques heures après le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, sommet duquel il n'est pas sorti véritablement grand-chose, en tout cas de concret, si ce n'est une brève conférence de presse sans les questions des journalistes. Alors que s'est-il vraiment dit, vraiment joué hors caméra? On voit ça avec Adrien Spiteri et les équipes de BFM TV. Ces 3 heures de discussion avec Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump les a évoquées avec son homologue ukrainien et les dirigeants européens. Au cœur des échanges, la nécessité de trouver un accord de paix. Tous ont convenu que la meilleure façon de mettre fin à la terrible guerre entre la Russie et l'Ukraine était de conclure directement un accord de paix qui mettrait fin à la guerre et non un simple accord de cessez-le-feu, souvent inapplicable. Pas de cessez-le-feu donc, mais des discussions qui vont se poursuivre dans les prochains jours. Donald Trump espère une réunion trilatérale avec Kiev et Moscou. Il rencontrera d'abord Volodymyr Zelensky. L'Ukraine réaffirme sa volonté de déployer tous les efforts possibles pour parvenir à la paix. Nous soutenons la proposition du président Trump d'organiser une réunion trilatérale entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie. Lundi, je rencontrerai le président Trump à Washington pour discuter de tous les détails concernant la fin des massacres et de la guerre. Les Européens, de leur côté, saluent les efforts du président américain mais rappellent leur position. Il appartiendra à l'Ukraine de prendre des décisions concernant son territoire. Les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force. Tant que les tueries se poursuivront en Ukraine, nous sommes prêts à maintenir la pression sur la Russie. Washington a proposé à Kiev des garanties de sécurité similaires à celles de l'OTAN, mais sans adhésion à l'Alliance. Des garanties basées sur l'article 5, qui stipule que si un pays membre est attaqué, tous les autres se portent à son secours. Alors comment la Russie réagit-elle à cette rencontre historique sur la forme, puisque sur le fond il y a peu à dire, puisque la guerre continue. On va voir ça avec Jean-Didier Rovoin, notre correspondant à Moscou. Jean-Didier, Vladimir Poutine rentre-t-il sur ces terres avec une forme de victoire ? Alors écoutez, même si il doit certainement être très heureux d'avoir réussi à convaincre Donald Trump, d'avoir rallié Donald Trump à son point de vue sur la façon de résoudre ce qu'il appelle la crise ukrainienne, il se garde de tout triomphalisme. Il n'est d'ailleurs pas rentré directement à Moscou. Il s'est arrêté dans une région d'Extrême-Orient, la Tchoukotka, où il a rencontré le gouverneur de la région. Souvenez-vous déjà qu'en se rendant en Alaska, il s'était arrêté à Magadan, une autre
autre région d'Extrême-Orient russe où il avait également visité une usine et rencontré le gouverneur de la région. En tout cas, ce qui donne l'impression que Vladimir Poutine veut donner l'impression que quoi qu'il fasse, il garde toujours à l'esprit le souci de son pays, du bien-être de sa population. C'est la raison pour laquelle il discute avec ses gouverneurs qui sont des régions très éloignées de la capitale et qui peuvent lui permettre de donner l'impression qu'il se soucie véritablement des conditions de vie, du bien-être et de l'amélioration du bien-être surtout de la population russe. Quant aux médias, effectivement, il se souligne l'accueil qui a été réservé à Vladimir Poutine en Alaska. Vous l'avez dit, sur le fond, il n'y a pas grand-chose à discuter pour l'instant dans la mesure où les clauses de l'entretien qui a eu lieu entre Vladimir Poutine et Donald Trump filtrent un peu au compte-gouttes, on a l'impression de dire. Mais en tout cas, les médias se félicitent de l'accueil qui a été réservé au président russe. Et puis, ils font même appel parfois à certains spécialistes du langage corporel qui expliquent que Vladimir Poutine s'est tenu droit, qu'il s'est montré fort, tout aussi fort que Donald Trump, et que cette rencontre est un succès, en tout cas sur le point de vue des symboles et de la mise en scène. Jean-Didier Revoin à Moscou pour BFM TV. Général Pellistrandi, l'invitation a été lancée hier en fin de conférence de presse par Vladimir Poutine à Donald Trump de venir éventuellement à Moscou pour une prochaine rencontre. Ce ne serait pas la première venue en terre russe pour le président américain. Et non, en fait, Donald Trump connaît bien Moscou, puisque la première fois où il est allé à Moscou, c'est en 1987, donc du temps de Gorbatchev, il avait 41 ans, pour faire dans l'immobilier. Il avait le projet de construire une Trump Tower, et il est retourné à plusieurs fois. Et la dernière fois, en fait, c'est en 2013, où c'est lui qui était à l'époque propriétaire du concours de Miss Univers. Et le concours 2013 de Miss Univers s'est déroulé au mois de novembre à Moscou. Vous y pouvez imaginer un peu le côté très glamour, et je passe sur certains détails, de ce type de concours organisé donc à Moscou. Il est sûr que les services russes ont dû se régaler pour ce concours. Les circonstances sont bien différentes cette fois-ci si Donald Trump accepte donc de retourner à Moscou à l'invitation de Vladimir Poutine. Michel Fayad, il y a donc plusieurs invitations qui ont été lancées. Donc, du côté de la Russie qui a invité donc, le président américain à venir. Il y a également le président américain qui, dans un plus court terme, a invité Volodymyr Zelensky à aller à Washington lundi. Qu'est-ce qui peut sortir de ces rencontres après ce sommet un petit peu, on va dire, stérile? Il y a deux choses. Déjà, sur les possibles futures rencontres entre Trump et Poutine, elles peuvent avoir lieu à Moscou, peuvent aussi avoir lieu au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, etc. Ou alors elles peuvent avoir lieu donc au mois de septembre lors du sommet prévu en Chine, ou encore à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il y a ces deux aussi possibilités. Et à l'Assemblée générale des Nations Unies, il pourrait y avoir du coup le fameux sommet à 3 avec Zelensky, puisqu'il pourrait y avoir cette rencontre, et même les Européens peuvent être là. Maintenant, concernant la rencontre entre Trump et Zelensky, moi je pense que Zelensky a déjà été informé des résultats des discussions qui ont eu lieu hier. Et la question va être aujourd'hui, est-ce que Zelensky va accepter, mais sachant qu'en réalité ce sont les termes russes, ou alors il va les refuser. Et s'il les refuse, quelle va être la position de Trump? Est-ce qu'il va dire qu'il se retire de toute la question, comme il avait menacé de le faire avant ce sommet? Et dans ce cas-là, ce retrait américain, est-ce qu'il serait un retrait total, c'est-à-dire plus d'aide financière, plus d'aide militaire, et que ferait également Elon Musk? Est-ce qu'il couperait Starlink? Il y a plusieurs questions qui se posent. Ou alors, ça pourrait aller encore plus loin, c'est-à-dire que les Américains pourraient utiliser l'arme financière contre l'Ukraine, parce qu'en 2026, la situation de l'Ukraine sera la faillite économique d'après le FMI et la Banque mondiale. Je rappelle que l'Ukraine, avant la guerre de 2022, était en négociation avec le FMI pour justement sortir de la crise financière. Et maintenant, la crise s'est accentuée du fait de la guerre, et les États-Unis sont le principal contributeur au sein du FMI. Et si Trump venait à dire il n'y aura pas d'aide du FMI à Zelensky, sauf s'il signe, la balle serait repoussée vers l'Europe, parce que ce sera à l'Europe non seulement de combler l'aide militaire américaine, qui est à peu près de 30 milliards d'euros, mais en plus l'aide que le FMI aurait dû apporter. Donc
c'est pas dit que l'Europe soit prête à assumer ce prix et c'est pas dit que l'Ukraine puisse réellement dire non. On va regarder, Michel Fayad, ces images qui ont fait le tour du monde et qui vous ont sans doute marqué aussi. Regardez ces retrouvailles entre Donald Trump et Vladimir Poutine. C'était hier sur la base militaire d'Elmendorf, au nord d'Anchorage, en Alaska. Poignée de main, applaudissements, tape sur l'épaule, sourire, voire rire en partie assumé sur certains airs du président américain. En tout cas, cet accueil sur le tapis rouge, il a fait réagir, choqué, c'est peu de le dire, à 8000 km de là, c'est-à-dire en Ukraine. Il a la fly. Dans les rues de Kiev, les Ukrainiens expriment leur frustration après l'absence d'accord entre Vladimir Poutine et Donald Trump. C'est très compliqué. Nous attendons des actions concrètes et la fin de la guerre. Nous attendons la victoire de l'Ukraine. Certains habitants de la capitale ukrainienne ne comprennent toujours pas comment leur président Volodymyr Zelensky a pu être tenu à l'écart des pourparlers. Comment est-ce possible? Il s'agit du destin de mon pays. Ce n'est pas à eux de décider, ce n'est pas à eux de se rencontrer, ce n'est pas à eux d'en parler. Le président ukrainien, qui s'est entretenu au téléphone avec Donald Trump après le sommet, réaffirme sur les réseaux sociaux la volonté de l'Ukraine de déployer tous les efforts possibles pour parvenir à la paix, une position qu'il pourra défendre directement auprès du président des États-Unis. Lundi, je rencontrerai le président Trump à Washington pour discuter de tous les détails concernant la fin des massacres et de la guerre. L'ancien président ukrainien Petro Porochenko estime qu'il faut établir un véritable rapport de force avec Vladimir Poutine. J'ai beaucoup négocié avec Poutine. Il ne faut pas lui faire confiance. Nous devons parler avec Poutine, non pas en russe ou en anglais, mais avec le langage de la force. Cela consiste à dire que si Poutine n'arrête pas les bombardements, eh bien il faudra passer au plan B, c'est-à-dire plus d'armes livrées à l'Ukraine, y compris des armes offensives. L'ancien dirigeant appelle à maintenir la pression sur la Russie et à renforcer les sanctions jusqu'à obtenir un accord de paix. Général Pellistrandi, brièvement, qu'est-ce qui attend Volodymyr Zelensky après cette réunion, on va dire, qui aura lieu à plus court terme, c'est demain, une réunion convoquée, coprésidée par le président français, le chancelier allemand et le Premier ministre britannique pour, donc, en visioconférence, réunir cette coalition des volontaires. En quoi ça va pouvoir aider concrètement l'Ukraine à un jour, ce sera la veille de cette rencontre ensuite aux États-Unis? Tout d'abord, pour faire un point de situation, puisque dans cette coalition de volontaires, il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas été conviés au compte-rendu fait par Donald Trump cette nuit depuis Air Force One. Donc c'est aussi à la fois moyen d'informer, de faire le point et de démontrer la solidarité donc, de la coalition des volontaires vis-à-vis de l'Ukraine. En quelque sorte, donner des gages à Volodymyr Zelensky pour lui dire on est derrière, voilà ce que nous mettons sur la table. Et puis ensuite, il va falloir voir ce que Donald Trump va lui-même mettre sur la table. Dans la coalition des volontaires, il y a des aspects très militaires, c'est-à-dire notamment sur les garanties de sécurité, des capacités militaires qui pourraient être projetées en Ukraine ou autour de l'Ukraine, donc des choses très concrètes dont Volodymyr Zelensky a besoin d'en connaître dans le dialogue qu'il va avoir avec Donald Trump, donc lundi en fin de journée à la Maison-Blanche. On va continuer d'évoquer évidemment les suites de ce sommet en Alaska. D'abord, retour en France avec l'actualité de ce samedi. Aussi le risque incendie qui reste très élevé dans le pays. 3 départements sont en vigilance rouge, le Vaucluse, la Drôme et l'Aude. Demain, ils seront 5 à être concernés par cette vigilance. On va aller rejoindre Clémence Renard, qui est justement dans le département de l'Aude, concernée, vous le savez, par cet incendie du siècle il y a un peu moins de 2 semaines. La vigilance est forcément particulièrement extrême, Clémence. Oui, avec des conditions météorologiques, vous le voyez, qui sont encore une fois compliquées. Il fait très chaud ici, 40 degrés avec des ressentis qui dépassent les 43 degrés. Aussi beaucoup de vent, vous le voyez, des rafales situées entre 40 et 50 km/h. Et regardez, un taux d'humidité très faible et la végétation ici est très très sèche. On est dans une pinède dans le secteur de Portel des Corbières. Gilles, vous êtes le coordinateur du comité communal de feux de forêt. C'est vous qui êtes en première ligne, hein. C'est vous qui surveillez ces incendies. Vous êtes les yeux des pompiers. Alors là, dans une zone, vous me disiez tout à l'heure, particulièrement vulnérable avec, je le disais, une végétation très très sèche. Voilà. Donc la végétation souffre énormément.
On a des arbres qui sont morts. Alors après, ce qui se passe, c'est que nous avons des insectes qui arrivent à infester ces arbres. Et ces arbres, ça va être un vecteur de propagation des forêts, des feux de forêt. La vigne souffre, les oliviers souffrent, on a des amandiers qui sont en train de mourir. Pourquoi ? Parce qu'on a cette grande sécheresse et bien sûr qu'avec le vent, on ressent le vent cet après-midi à 50 km/h, une chaleur à 42 degrés, une situation comme celle-ci, elle est propice à l'éclosion des feux de forêt et aussi au niveau de la rapidité de ces feux. Justement, les massifs forestiers, tous les massifs forestiers de l'Aude sont interdits d'accès tout le week-end. Alors, je le disais, vous êtes les yeux des pompiers, c'est vous qui les prévenez si jamais vous voyez une fumée suspecte, par exemple. Alors, vous avez quand même donc un véhicule avec vous, avec des outils pour pouvoir intervenir en cas de petit feu pendant quelques minutes avant l'arrivée des pompiers, c'est ça ? Voilà. Alors, nous avons des véhicules, ce qu'on appelle les véhicules de guerre armée, avec 600 litres d'eau, qui sont armés par 2 bénévoles des comités communaux feux de forêt de l'Aude. Notre mission, c'est intervenir sur des feux naissants, en principe jusqu'à 10 mètres carrés. On peut être alerté par le SDIS ou c'est nous qui donnons l'alerte. Notre mission, c'est intervenir si on le peut. Si le feu est trop violent, on va donner le maximum d'informations. On va aller chercher les colonnes au niveau pompier parce qu'ils ne sont pas toujours du secteur. On peut avoir sur ce département des moyens qui viennent de toute la France. Et ces petits véhicules sont bien utiles pour l'attaque du feu parce que c'est quand même intéressant d'avoir une attaque très très rapide. Pour éviter que le feu se propage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et ce véhicule d'ailleurs qui vous permet aussi d'accéder à des zones difficiles. Voilà, les patrouilleurs du comité communal de feux de forêt, ils sont plusieurs centaines à être mobilisés ce week-end dans le département de l'Aude, ce week-end d'extrême vigilance donc. Et les pompiers aussi sont très nombreux à être positionnés en surveillance. Ils sont 1200 en tout ce week-end dans le département de l'Aude. Vigilance extrême dans l'Aude. Clémence Renard, merci avec Willem Gay pour les images. C'est le cas, on l'a vu en France, c'est le cas également en Espagne. On aimerait vous montrer ces images de fumée, de flammes très impressionnantes donc sur ce secteur de Villar-de-Vos, dans le nord-ouest de l'Espagne. C'est l'une des zones les plus frappées depuis plusieurs semaines maintenant dans l'Espagne. Le nord, le nord-ouest. D'autres zones ont également été concernées avec une quinzaine au moins de feux qui sont toujours en cours, des feux consécutifs. Loïc Rivière est avec nous pour parler de cette situation donc, qui est très difficile de l'autre côté des Pyrénées. Ça rappelle évidemment ces images qu'on a vues il y a à peine une semaine dans le département de l'Aude. Là aussi, c'est d'abord la végétation basse qui est totalement desséchée, qui prend feu et qui propage cet incendie vers la végétation haute. Il y a des températures extrêmes, 43 degrés relevés en Andalousie, 43 degrés sur une bonne partie de l'Espagne. Et vous voyez, ces fumées s'élèvent en altitude. Elles survolent l'ouest du pays, alors notamment la façade atlantique et la Bretagne. On peut voir ce voile de nuages élevés, notamment sur l'île Tudy, en direction du Finistère. Vous avez un ciel laiteux si vous êtes en ce moment en Bretagne ou près de l'océan. Eh bien, c'est lié à ces fumées qui remontent des incendies espagnols et portugais. On va peut-être pouvoir le voir. Vous l'avez constaté très certainement si vous êtes sur les plages à l'ouest du pays. Voici l'île Tudy avec ce ciel laiteux, voilé. Il faut quand même noter que cette masse d'air nous survole également de notre côté des Pyrénées. On dépasse les 40 degrés, 41 degrés notamment dans le département de l'Aude. Le risque d'incendie est déjà extrême pour la Drôme, pour le Vaucluse et pour l'Aude. Et demain, ce risque d'incendie, cette vigilance rouge s'étendra cette fois-ci des Pyrénées-Orientales jusqu'aux Bouches-du-Rhône. Il faut noter également un risque conséquent sur la plupart des départements situés au sud de la Loire. Merci beaucoup Loïc Rivière. L'actualité cet après-midi, c'est aussi ce chiffre 9 pharmacies sur 10 sont fermées aujourd'hui dans le pays. Mobilisation des officines contre la baisse des remises commerciales sur les génériques décrétées par le gouvernement. Mylène Argelas, on vous retrouve dans le 15e arrondissement de Paris pour BFM TV. La mesure, elle est dénoncée comme étant dangereuse pour l'avenir du réseau des pharmacies. Oui, et nous sommes justement avec Thomas Loriot devant une pharmacie qui a baissé le rideau aujourd'hui. Vous voyez donc ce rideau baissé, cette pharmacie fermée aujourd'hui à l'occasion de cette grève. Et il est d'ailleurs très clairement affiché sur la vitrine de la pharmacie qu'elle est donc fermée aujourd'hui, ce samedi 16 août, en lien avec cette grève. On va rappeler justement les raisons de cette grève. D'abord, il y a ces pharmaciens qui protestent contre la baisse des remises sur les achats de médicaments, ces remises accordées par les laboratoires aux pharmacies.
pharmacies. Ce plafond, il est actuellement de 40% et il va donc être abaissé à partir du 1er septembre à 30%. La deuxième raison, c'est l'inquiétude concernant l'avenir de la profession. Selon les syndicats, 4000 pharmacies ont fermé sur les 15 dernières années. Toujours selon les syndicats, une pharmacie sur 3 serait en péril aujourd'hui. Il y a donc les Parisiens qui ont pu constater aujourd'hui la fermeture de ces pharmacies. Écoutez justement ces quelques témoignages recueillis au micro d'Eliott Francom. Je trouve quand il fait s'arranger entre eux qu'il y a une ouverte. Vous voyez, ici, il y en a plein. Ben, ils ferment tous le dimanche. Je suis quelqu'un de jeune, donc qui peut marcher assez vite. Je pense que pour les personnes âgées, c'est peut-être aussi beaucoup plus compliqué de se déplacer. Ça a été un peu compliqué. J'ai fait 3 pharmacies dans le quartier pour en trouver une. C'était un petit peu plus compliqué, mais franchement, dans le quartier, ici, il y a beaucoup de pharmacies, donc c'était pas si dur que ça. Il y a malgré tout quelques pharmacies qui ont choisi d'ouvrir aujourd'hui. Nous avons pu justement échanger avec certains gérants de ces pharmacies qui nous expliquent qu'ils n'ont pas le choix d'ouvrir pour faire leur chiffre d'affaires. En revanche, ça ne les empêche pas de soutenir ce mouvement de grève. On le rappelle, selon les départements, jusqu'à 90% de pharmacies sont fermées aujourd'hui. Merci Mélanie Argelès, en direct de Paris avec Dorine Jarnias pour BFM TV. Dans l'actualité, à 16h48, on parle de ce rassemblement musical illégal qui est en cours depuis ce vendredi. 23h, c'est sur la commune de Courrébuy que ça se passe dans l'Isère. Environ 1000 personnes sont rassemblées sur un terrain privé. Célia Vallée nous a rejoint du service police-justice de BFM TV. Qu'est-ce qu'on sait de cette race party ? On sait que c'était un événement qui était interdit par la préfecture et que les gendarmes ont été pris à partie hier vers 23h. En fait, ils étaient en train de contrôler un camion d'individus qui installaient le matériel sonore et rapidement, jusqu'à 400 véhicules sont arrivés sur place et ont donc pris ces gendarmes à partie, notamment avec des jets de pierre. Un gendarme a été blessé au coude et 5 véhicules ont été dégradés. La rave party, elle est toujours en cours à l'heure où on se parle. Il y a 1 millier de personnes sur place. Pour sécuriser la zone, il y a un hélicoptère qui la survole et plus de 40 gendarmes sur place qui comptent également sur le renfort de CRS. Ils font des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants autour de l'événement. Cet événement, il était interdit, vous l'avez dit, notamment en raison de la canicule et du risque sévère de feu de forêt qui est dans le département de l'Isère actuellement. La commune de Courrébuy va porter plainte, le propriétaire du terrain aussi. Et cette rave party, elle va durer encore demain, voire jusqu'à lundi matin. Merci beaucoup Célia Vallée pour ces précisions. Vos conditions de circulation à présent sur BFM TV. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Avec notre ami Bison Futé qui voit du rouge dans le sens des retours, vous êtes nombreux à bien clore vos vacances. J'espère qu'elles furent agréables. En tout cas, c'est compliqué sur tout le pays. C'est particulièrement compliqué dans le sens des départs pour le quart sud-est du pays. C'est aussi un peu compliqué ailleurs avec une couleur orange annoncée par Bison Futé. Et non, demain, ce sera moins compliqué au niveau national dans le sens des départs, mais vous le voyez, le sud-est reste difficilement circulable, si on peut dire, dans le sens des départs et des retours. Ça ira légèrement mieux sur le reste du pays. Soyez prudents sur la route. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Prudence sur les routes, parce que qui dit plus de circulation en ce week-end du 15 août, dit statistiquement, l'été en tout cas, plus de risques d'accident. Oui, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, ce sont 338 personnes qui ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine le mois dernier, contre 275 à la même période l'année dernière. Les forces de l'ordre redoublent alors de vigilance. Reportage de Yildiz Kirazli avec Emma Arnaud. Vigilance maximale à la sortie de ce péage. Monsieur, bonjour, contrôle de gendarmerie, je vous laisse couper votre moteur. Sur cette autoroute du Sud, les contrôles sont renforcés, en plein week-end de chassés-croisés. Donc là, ce qui va être fait, c'est que vous allez être verbalisé pour le défaut de contrôle technique. Une présence qui rassure les automobilistes. C'est pour la sécurité, c'est très bien. Ici, surtout en cette période, c'est très compliqué. Parce que du coup, les voitures sont collées les unes aux autres. C'est un peu l'enfer. Il vaut mieux que tout le monde soit en règle et qu'il n'y ait pas de problème vu tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Des problèmes qui peuvent aller du simple accrochage aux accidents plus graves. Et justement, en juillet 2025, les décès ont largement augmenté par rapport à l'année passée, plus 23%, soit 338 personnes mortes sur la route.
Alors ce jour-là, les gendarmes recherchent les infractions génératrices d'accidents. On est là pour s'assurer que tous les usagers de la route ne sont pas alcoolisés ou sous stupéfiants, ainsi que leurs véhicules ne soient pas en non-conformité avec la loi. On fait beaucoup de répression, mais il y a aussi beaucoup de prévention de notre part, où quand on arrête les véhicules, on n'hésite pas à leur répéter les us et coutumes de la route, de bien se comporter. Si la mortalité a augmenté le mois dernier, les accidents corporels, eux, sont en baisse, moins 7% par rapport à juillet 2024. 16h52 sur BFM TV, l'après-midi info se poursuit dans un instant avec un nouveau journal. Nous allons évidemment vous parler de ce qui suit ce sommet, cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. L'Europe qui s'organise avec une réunion prévue demain par visioconférence, coprésidée par Emmanuel Macron. A tout de suite. Ne perdez pas votre surplus d'énergie, la météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. C'est un record qui reste à confirmer, mais qui a de quoi inquiéter. À Narbonne, record de température nocturne avec près de 28 degrés au plus bas ce samedi. Il faut noter également dans l'arrière-pays, dans les Corbières, une semaine entière à plus de 40 degrés. Ça n'avait jamais été observé. Le département de l'Aude reste évidemment en vigilance orange canicule. Il y a également une vigilance rouge pour le risque d'incendie. Pour demain, cette fois-ci, 36 départements seront concernés par cette vigilance orange canicule. Ça va s'améliorer en Auvergne, sur le Limousin et en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté. Il y a cette dépression, cette goutte froide sur l'océan qui va souffler le chaud, le froid. Alors le chaud, d'abord, c'est elle qui va nous apporter des orages potentiellement violents la semaine prochaine. Mais au moins, les températures ont baissé nettement cette fois-ci. Niveau ciel, pour ce dimanche, encore beaucoup de soleil. Quelques bémols le matin, quelques plaques de grisaille, notamment sur le Pas-de-Calais en direction des Flandres. Et plus au sud, de la Gironde au Pays Basque, en allant vers le Gers. Ces nuages prendront le large dans l'après-midi. Ça va se dégager sur une bonne partie du pays. Encore un peu d'instabilité, notamment sur les Alpes frontalières ou alors en montagne en Corse. J'attire votre attention sur le vent qui va accélérer. Mistral tramontane jusqu'à 50-70 km/h en Méditerranée, d'où ce risque d'incendie très sévère, d'ailleurs qui va s'étirer des Pyrénées-Orientales jusqu'aux Bouches-du-Rhône ce dimanche. Là, on aura déjà 29 degrés à Perpignan au petit matin, 21 à Lyon, au Contrée, 17 à Paris. Dans l'après-midi, encore des pointes à 40 degrés, mais principalement sur le Roussillon à nouveau. 40 à Perpignan, vous aurez 37 à Bordeaux, 32 à Dijon et 25 degrés à Cherbourg. Là, on pourra respirer. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Je me demande combien vaut notre voiture. Vendezvotrevoiture.fr peut vous le dire. Vendre sa voiture n'a jamais été aussi simple. Saisissez simplement les détails de votre voiture et obtenez le prix de vente. Et vendez-la dans une agence. Obtenez le meilleur prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Interesting. Coincé dans un anglais d'enfant? Progressez en anglais avec Babel. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup de femmes. J'ai beau être Evelyne Thomas, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Je n'arrive pas à perdre du poids correctement. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai décidé d'appeler Comme J'aime. Ils m'ont accompagné. Regardez le résultat, 13 kilos en 4 mois. Je revis. 13 kilos sur la balance, ça fait un effet waouh, quoi. Et 13 kilos sur le corps, tout d'un coup, vous vous sentez allégé. Petit à petit, ça a changé ma vie. Voilà, c'est top. Vraiment, j'ai que ça à dire. Alors, si vous voulez faire comme moi, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. L'ortolan est un fromage tellement doux qu'il attendrit même les plus durs. L'ortolan, sa force, c'est sa douceur. Merci, docteur. Alors, à quel tour? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, un accident peut arriver n'importe quand. Alors on doit pouvoir compter sur n'importe qui. Chez Groupama, nous avons déjà formé gratuitement plus de 200 000 personnes aux gestes qui sauvent. Groupama. Groupama, toujours là pour moi.
Pour protéger votre maison et votre famille, tapez directement Verisure.fr. Choisissez l'alarme et le service client de l'année 2025. Alors tapez dans la barre d'adresse, ici en haut, Verisure.fr pour commencer votre devis. Rendez-vous maintenant sur Verisure.fr. Dansez toute la soirée. Assistez au match de son équipe préférée. Vos jambes lourdes vous gênent? Pensez à Daflon. Daflon 500 mg, efficacité cliniquement démontrée dans les troubles de la circulation veineuse, jambes lourdes, douleurs, impatience. Daflon, passe à l'action. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Pour être franc, je suis totalement désorienté. Rendons-nous l'évidence, Edouard, il n'y a que 5 modèles en 55 pouces. Quelle étrangeté. En même temps, ils sont tous très bien notés et ça évite de s'enquiquiner. Bérangère. Où est-elle? Vous prenez Racine, Edouard. Chez Electrodépôt, si nos sélections de produits sont réduites, c'est pour vous garantir la qualité à prix bas. C'est une dinguerie, Edouard. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Alors Alicia, comment fait-on pour perdre du poids? En théorie, c'est très simple. Il faut un déficit calorique pour créer un choc pondéral, à savoir consommer moins de calories qu'on en dépense. Ouais, mais en pratique? En pratique, il faut faire les courses, il faut cuisiner, peser les quantités. Et c'est là que Comme J'aime fait toute la différence. Effectivement, fini la charge mentale, tout est clé en main. Et je peux vous dire que ça fonctionne, ça marche. J'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Alors commandez-les maintenant, les repas sont à partir de 3,92 €. Rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. C'est important le .fr. Bientôt 17h, nous sommes encore ensemble pour 1 heure dans l'après-info. Merci de nous rejoindre si c'est le cas sur BFM TV. À la une aujourd'hui, les suites de cette rencontre. Poursuivre la paix, c'était son titre hier en Alaska. Peu d'annonces convaincantes après ces 3 heures de sommet entre les présidents Trump et Poutine qui se sont rencontrés dans un cadre plus que cordial, mais sans parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine. Immédiatement après la réunion, le président américain a appelé Volodymyr Zelensky ainsi que les principaux dirigeants européens afin d'aller plus loin. Le président ukrainien qui sera reçu le lundi à Washington. On en parle notamment avec nos invités en plateau. Dans un instant, Philippe Gély ainsi que le général Jérôme Pellistrandi. La réponse européenne qui n'a pas tardé, qui ne s'est pas fait attendre. Après plusieurs échanges, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont publié des communiqués actant leur poursuite d'un travail en faveur d'une paix véritable et durable en Ukraine, assortie de garanties de sécurité. Demain, une nouvelle réunion de la coalition des volontaires sera organisée dans l'après-midi en visioconférence. À la une également, ces autopsies qui livrent de nouvelles informations sur les conséquences de la mort de 2 des 4 cadavres découverts dans la Seine à Choisy-le-Roi. Une deuxième enquête pour homicide volontaire vient d'être ouverte. Et la canicule toujours d'actualité en France, du sud au nord-ouest, en Bretagne. 54 départements toujours concernés par une vigilance orange aujourd'hui. 3 départements sont aussi en alerte maximale au feu de forêt. Nous serons sur le terrain avec nos envoyés spéciaux. Mais tout d'abord, c'est ce sommet russo-américain hier. Poursuivre la paix, c'était son intitulé sur l'avenir donc de l'Ukraine. Il n'a duré que 3 heures au lieu des 6 à 7 qui étaient annoncés par le Kremlin. Vladimir Poutine qui a été accueilli avec les honneurs par Donald Trump hier soir. On va peut-être revoir les images du président américain descendant cette fois-ci de son Air Force One, donc de retour à Washington après cet éreintant sommet. On le voit fatigué sur ces images. On va rejoindre Laurent Saïm qui est notre envoyé spécial à Anchorage où a eu lieu cette rencontre hier. Le président ukrainien qui avait été évincé de cette rencontre et dont on se souvient à quel point il avait été humilié en février dernier lorsque lui-même a été invité par les États-Unis. Une image qui contraste énormément avec l'accueil réservé à son homologue russe hier. Vous allez précipiter le monde dans la 3e guerre mondiale. On se souvient tous de cette scène humiliante fin février dans le bureau ovale au moment où le président Trump s'adressait au président Zelensky devant le vice-président Vance qui rappelait à Zelensky à quel point il était mal habillé dans ce bureau ovale. Alors personne ne sait maintenant ce qui va se passer lundi quand le président Zelensky ira à Washington rencontrer Donald Trump à nouveau pour essayer de mettre fin
au conflit ukrainien. Il y a très peu d'informations qui, ici, en plein milieu de la nuit, à Anchorage, nous sont parvenues dans cette salle de presse de la Maison-Blanche. Les reporters accrédités sont très rapidement en route pour Washington pour suivre ce qui va se passer lundi. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la rencontre devrait avoir lieu lundi après-midi en heure américaine, donc lundi soir en heure française. Une rencontre évidemment extrêmement attendue. Et on espère, tous disent déjà certains journalistes américains, que ce sera plus chaleureux qu'en février dernier. Philippe Gély, le fait que Donald Trump rentre, passez-moi l'expression, mais un peu bredouille de ce sommet en Alaska, alors qu'il promettait limite d'arrêter la guerre dès hier, en tout cas d'avoir un cessez-le-feu, est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'il faut le voir comme ça quand on est Donald Trump? Donald Trump le voit certainement pas comme un échec, évidemment. Il a changé de posture, en fait. Il a abandonné sa propre exigence d'un cessez-le-feu, qui était d'ailleurs initialement un cessez-le-feu sans condition, accepté comme tel par les Ukrainiens, dont Vladimir Poutine n'a jamais voulu. Et apparemment, Vladimir Poutine a convaincu Donald Trump qu'il valait mieux se diriger directement vers un accord de paix. Un accord de paix rapide, dit-il. Apparemment, l'appel entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky a été assez tendu, d'après les échos qu'on commence à en avoir. Et Zelensky a fait valoir à Trump pourquoi ce serait... Enfin, il lui a posé la question, pourquoi serait-ce plus facile pour Poutine de faire un accord de paix rapide que de faire un simple cessez-le-feu ouvrant une période de négociation. Donc il y a ce point d'interrogation, et on voit aussi dans les réactions des dirigeants européens qu'il y a cette méfiance. Ils rappellent l'exigence de conditions de sécurité, ils disent que ça n'est pas à la Russie de dicter ou pas la marche de l'Ukraine vers l'adhésion à l'OTAN ou l'UE. Donc on voit bien en creux, par rapport à leur réaction, tout ce sur quoi Donald Trump a peut-être cédé du terrain. Je ne dis pas qu'il a cédé complètement, il a certainement pas cédé complètement, sinon il aurait annoncé un deal, il aurait dit on est tombé d'accord avec le président Poutine, il l'a pas fait. Donc ça, c'est un aspect positif. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il ne peut pas décider tout seul, qu'il a besoin de la validation des Ukrainiens à tout le moins. Mais la discussion qui aura lieu lundi dans le bureau ovale risque d'être une nouvelle fois un peu difficile, parce que on a entendu Donald Trump l'autre jour, enfin hier soir, pardon, dans la nuit, dire maintenant ça dépend d'eux. Et il a déclaré dans une interview à Fox News, moi je conseille à Zelensky de prendre le deal. Pourquoi? Parce que la Russie est une très grande puissance et pas lui. Donc on est dans cette posture de rapport de force où il dit, bon, acceptez quand même ce qu'on consent à vous offrir. Général Pellestrandi, dans ce contexte, qu'est-ce que ça veut dire quand Washington propose à Kiev des garanties de sécurité inspirées de celles de l'article 5 de l'OTAN, sans pour autant proposer d'inclure l'Ukraine dans l'OTAN? Qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, c'est compliqué l'interprétation, parce que garantie de sécurité, comme l'OTAN sans être dans l'OTAN, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire qu'en cas d'agression, en quelque sorte, les États-Unis viendraient au secours de l'Ukraine. Bon, alors déjà, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un accord de paix, que la guerre s'arrête. Donc, et je rappelle que pour compléter sur l'histoire du cessez-le-feu, c'est que en renonçant au cessez-le-feu et en parlant, il faut discuter sur un accord de paix, ça veut dire que pendant ce temps-là, la guerre, elle continue. Ce qui de fait est le cas. Ce qui de fait est le cas. Et donc, ça voudrait dire que les Américains s'engageraient en quelque sorte, une fois que l'accord de paix a été signé, d'être militairement capables d'intervenir pour défendre l'Ukraine. Bon, j'ai des gros doutes là-dessus. Est-ce que ces garanties de sécurité, ce sont les États-Unis et les membres et l'Europe? Est-ce que c'est les Européens et pas les États-Unis? Donc beaucoup de flou. Il va falloir voir l'indice ce qui va être mis sur la table par Donald Trump. Du flou et pas de cessez-le-feu. On voit ça sur le terrain, avec quelques heures seulement après cette rencontre en Alaska. Il y a Moscou qui revendique la conquête de 2 localités dans les régions de Dnipro et de Donetsk. L'armée russe qui avait également lancé dans la nuit 85 drones et missiles sur l'Ukraine. Et on retrouve Nicolas Coadou, notre correspondant à Dnipro, avec donc cette annonce d'une rencontre donc entre le président américain et cette fois-ci
aussi Volodymyr Zelensky. Ce sera donc demain, en fin de soirée pour l'heure française. Qu'attendent les Ukrainiens de cette rencontre ? Forcément, ils regardent cette rencontre avec un petit peu d'appréhension. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez brièvement évoqué avec le général Pellistrandi déjà, Donald Trump a déclaré une chose, que maintenant c'était aux Ukrainiens d'accepter. Finalement, une manière de dire qu'aujourd'hui, dans les négociations, la balle était dans le camp des Ukrainiens. Donc, il y a la crainte de ce que va demander comme concession Donald Trump à Volodymyr Zelensky. Parce que si l'on en croit certains médias ukrainiens, américains et russes qui sont concordants, il pourrait demander d'abandonner certaines régions ukrainiennes qui n'ont pas encore été conquises militairement par la Russie. Et on sait ici en Ukraine que c'est quelque chose qui est inacceptable pour les soldats, pour la population civile et pour Volodymyr Zelensky. Il y a donc finalement en sous-main la crainte que cette rencontre vire au fiasco. Un petit peu comme, rappelez-vous, il y a quelques mois, la précédente visite de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale de Donald Trump qui avait viré à une véritable humiliation pour le président ukrainien qui avait été accusé de parier sur la Troisième Guerre mondiale. Il y a donc beaucoup d'appréhension et un petit peu d'espoir tout de même. Pourquoi est-ce qu'il y a un petit peu d'espoir chez les Ukrainiens ? Parce qu'il y avait la crainte hier soir que dès la conférence de presse conjointe entre Vladimir Poutine et Donald Trump, il soit fait état de concessions territoriales de la part de l'Ukraine. Ça n'a pas encore été le cas. Est-ce que ça sera le cas vendredi ? En tout cas, ici, tous les Ukrainiens auront les yeux rivés sur leur télévision. Nicolas Quado avec Théo Touché à Dnipro en Ukraine pour BFM TV. Faire pression sur la Russie, continuer de faire pression sur la Russie, c'est ce qu'a écrit le président de la République Emmanuel Macron, notamment dans un communiqué, mais aussi sur les réseaux sociaux après cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Hugo Capelli est dans le Var, devant le fort de Brégançon, où séjourne actuellement Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui participera demain à une visioconférence avec des pays membres de la coalition des volontaires alliés de l'Ukraine. Oui, exactement. Emmanuel Macron qui se trouve du côté du fort de Brégançon et qui a multiplié les appels ce matin. Un premier appel avec le président américain Donald Trump et puis un deuxième appel avec les dirigeants européens. Et donc à la suite de ces différents échanges, Emmanuel Macron a donc publié une communication sur les réseaux sociaux. Il est évidemment revenu sur ce qui s'est passé en Alaska et sur le fait que Vladimir Poutine n'accepte pas un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Voilà donc par conséquent ce que dit Emmanuel Macron. Il est indispensable de continuer à soutenir l'Ukraine et de faire pression sur la Russie tant que sa guerre d'agression se poursuit. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que la France est toujours bel et bien du côté des Ukrainiens. Le président qui évoquait dans ce message justement de nouvelles réunions. Il y aura demain à 15h une nouvelle réunion de la coalition des volontaires en visioconférence. Ce sont, vous savez, ces fameux pays qui soutiennent Kiev, qui soutiennent Volodymyr Zelensky et qui veulent se coordonner à l'approche donc d'un nouveau rendez-vous de négociation qui aura lieu à Washington avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Philippe Gély, comme déjà avant cette rencontre, l'Europe reste solidaire, soutient toujours l'Ukraine pour parvenir à un cessez-le-feu de toutes les manières inconditionnel avant de négocier quoi que ce soit. On voit encore cette mobilisation qui va se concrétiser donc demain par cette visioconférence. Est-ce que réellement on peut espérer que ça aboutisse à quoi que ce soit quand on voit ce qui se passe de l'autre côté ? Non, je pense que l'option du cessez-le-feu sans condition est enterrée. Elle a été enterrée à Anchorage par Donald Trump. À partir du moment où il change de pied là-dessus et qu'il est le principal interlocuteur de Vladimir Poutine et même le seul côté occidental, on ne peut pas espérer côté européen qu'il revienne sur ce qu'il a dit à Vladimir Poutine et qu'il lui dise « Ah ben non, finalement, plutôt que la paix, un accord de paix réglant les causes, les origines profondes du problème, comme il le répète Poutine depuis le début de la guerre, c'est-à-dire en fait qui amène à la reddition à peu près totale de l'Ukraine, je pense que ça n'est plus sur la table. Mais alors à quoi bon ? À quoi bon la rencontre demain ? Eh bien, je pense que Donald Trump va mettre le marché en main à Volodymyr Zelensky. Enfin, pardon, la rencontre lundi à la Maison-Blanche. Les Européens, eux, essayent d'ériger des garde-fous, de voir comment... Je pense qu'ils vont commencer à préparer leur soutien autonome à l'Ukraine. C'est-à-dire pouvoir reconnaître qu'ils vont pouvoir de moins en moins compter sur Donald Trump,
et de plus en plus sur eux seuls, et donc recenser leurs ressources, leurs moyens d'agir pour aider l'Ukraine en dépit du demi-abandon de Donald Trump. C'est pas un abandon total parce que il y a eu une phrase très intéressante de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a dit dans cette fameuse conférence de presse qui n'en était pas une, il a dit: le président Trump a déclaré aujourd'hui que la sécurité de l'Ukraine devait absolument être garantie. À ma connaissance, c'est quand même la première fois que Trump dit à Poutine il faut garantir d'une manière ou d'une autre la sécurité de l'Ukraine. Et d'ailleurs, Poutine a dit: oui, je suis prêt à travailler là-dessus. Bon, rien n'est réglé, mais je pense que ce qui a été amorcé à Anchorage, c'est finalement un basculement d'alliance où vous avez d'un côté Poutine et Trump qui se rapprochent sur le plan bilatéral, qui vont développer leur coopération. Et puis vous avez les Européens et les Ukrainiens de l'autre qui sont un petit peu esselés et qui commencent à recenser leurs moyens de résister à ce courant qui pourrait les entraîner. Les Européens qui n'étaient pas conviés, Général Pellistrandi, à cette rencontre, mine de rien, ce flou qui ressort du sommet à Anchorage, on a l'impression que c'est ce flou qui offre un espace aujourd'hui, un espace et une façon d'exister aux Européens. En tout cas, ça les oblige. Nous n'avons pas le choix. D'ailleurs, c'est assez intéressant puisque la convocation de cette visioconférence, elle est faite autour de 3 coprésidents, qui sont Emmanuel Macron, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, sachant que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, et Friedrich Merz, le chancelier allemand. Et je vous interromps parce que c'est vrai que Volodymyr Zelensky, par exemple, a rencontré physiquement le chancelier allemand et le Premier ministre britannique, mais pas Emmanuel Macron, par récemment. Mais ça, il y a tellement ça a placé la France un peu en retrait de ces discussions. Ou pas? Non, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a tellement de contacts téléphoniques. Non. Là, en fait, il faut reconnaître que tout le système d'alliance de la sécurité européenne, sachant qu'il y a eu quand même le sommet de l'OTAN fin juin, mais tout ça s'est remis à plat. C'est un tremblement de terre dont on ne perçoit pas encore toutes les conséquences, d'où l'importance effectivement de cette visioconférence demain de ces dirigeants, de cette coalition des volontaires, parce qu'il faut resserrer les rangs. Il faut resserrer les rangs autour de Volodymyr Zelensky pour qu'il arrive en fait à Washington en disant je suis pas tout seul vis-à-vis bien sûr du peuple ukrainien, et puis parce que oui, comme le dit Philippe Gély, il y a un changement, une forme de changement d'alliance en quelque sorte, et donc c'est tout l'avenir de la sécurité en Europe qui est posé sur la table. Et on verra ça demain, donc c'est 15h, cette réunion heure française. Merci Jérôme Pellistrandi, merci également à Philippe Gély de nous avoir éclairé, de nous avoir aidé à décrypter cette actualité. On en vient à présent à une toute autre actualité, à 17h15, actualité judiciaire désormais, avec ces nouveaux éléments qui émergent concernant la découverte de ces 4 cadavres dans la Seine il y a quelques jours à Choisy-le-Roi. Célia Vallée est avec nous du service police-justice. Une deuxième enquête va être ouverte, elle vient d'être ouverte concernant l'un des corps. Oui, parce que des traces de lésions, de violences ont été retrouvées sur un deuxième cadavre. C'est les résultats d'un scanner, un examen très approfondi, plus approfondi que l'autopsie qui a donné ces résultats. S'il a fallu attendre ces résultats, c'est parce que quand ces cadavres ont été repêchés, ils étaient très détériorés dans la Seine. Il était impossible de voir des violences à ce moment-là, des traces de violence, et on pouvait seulement voir que c'était des hommes, des adultes, mais sans plus de précision. Donc à ce stade, on a potentiellement 2 victimes de meurtre sur les 4 cadavres retrouvés et 2 enquêtes pour recherche des causes de la mort. Mais ces 2 enquêtes, elles peuvent évoluer en fonction des examens qui vont être faits, en fonction des résultats que les enquêteurs vont obtenir dans les jours, voire les heures à venir. Et le parquet n'écarte pas d'ouvrir une nouvelle enquête pour homicide volontaire. Les autopsies, Célia, elles ont aussi permis d'identifier le premier corps découvert, c'était le moins abîmé. Oui, selon les premiers éléments qu'on a, c'est un homme d'une 40aine d'années qui était domicilié dans le Val-de-Marne. C'est tout ce qu'on a et c'est le seul corps qui a été identifié pour l'instant. Pour les autres défunts, il y a encore de nombreux examens, notamment des examens des tissus biologiques, des examens toxicologiques. Est-ce qu'il y avait la présence de stupéfiants? Est-ce qu'il y avait des traces d'empoisonnement également? Et puis les experts vont également rechercher les causes d'avoir retrouvé ces corps à cet endroit, notamment sur les diatomées qui permettent de savoir s'il y a eu une noyade.
Merci beaucoup Célia Vallée. On va continuer de s'intéresser justement au travail de ces enquêteurs, en particulier celui mené sur ces découvertes par l'Institut médico-légal de Paris. Caroline Rambaud était notre invitée un peu plus tôt. Elle est médecin légiste et elle nous explique l'importance de ces examens. Oui, alors le scanner en général on le fait avant l'autopsie de façon à guider éventuellement l'autopsie en fonction des résultats du scanner. Donc là, s'il y a des lésions de violence qui ont été trouvées au scanner, reste à savoir si ce sont des lésions de violence provoquées par un tiers ou si ce sont des lésions qui sont arrivées au cours du charriage du corps par le fleuve. En effet, quand un corps est dans une rivière, dans un fleuve, il y a des éléments qui flottent également et qui peuvent le traumatiser. Donc reste à savoir si ces nouveaux éléments correspondent bien à l'action d'un tiers ou bien si c'est des lésions de violence de conjoncture, de rencontre du corps au cours de sa dérive. Ce type d'enquête, de recherche particulière, elles peuvent prendre combien de temps à des médecins légistes? Est-ce que c'est long comme travail? C'est relativement long, mais normalement, ils doivent déjà avoir une bonne idée en fonction des lésions qui ont été trouvées au scanner et de ce qu'ils ont trouvé à l'autopsie. Même si l'autopsie était très difficile parce que les corps étaient très abîmés, on arrive quand même à retrouver les lésions qui sont vues au scanner et à savoir si ce sont des lésions qui sont produites du vivant, du sujet ou bien post-mortem. Merci beaucoup Caroline Rambaud pour votre éclairage. Peut-être encore avant de vous laisser, si vous voulez bien, travailler, enfin nous expliquer justement le travail de ces enquêteurs, vos services aussi. Est-ce que ce genre de situation relève entre guillemets de... Est-ce que c'est courant de retrouver comme ça simultanément 4 corps qui sont immergés depuis peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines, dans la Seine en l'occurrence ? Alors, trouver un corps dans la Seine, c'est très fréquent. En trouver 4 au même endroit, c'est rarissime. C'est peut-être, comme il a été évoqué, le fait du courant et d'une anse, d'un endroit où les corps peuvent s'agglutiner parce qu'il y a des branchages, parce qu'il y a un repli de la Seine. Je ne sais pas, il faut voir la configuration du terrain. Mais en tout cas, c'est tout à fait exceptionnel d'en trouver 4 d'un coup. Dans l'actualité également, à 17h19, il y a cette canicule qui se poursuit sur le territoire français aujourd'hui avec 54 départements qui sont concernés par une vigilance orange par Météo France. Cela concerne notamment le sud-ouest avec des fortes températures aujourd'hui. En Haute-Garonne, concerné justement par cette vigilance orange, on retrouve Hugo Smag. Hugo, vous êtes à Toulouse toujours, avec Johan Demarle derrière la caméra, avec ces températures extrêmes qui poussent la plupart des Toulousains à rechercher des points de fraîcheur. Et là, on voit que vous êtes à la piscine. Exactement, parce qu'ici, il fait 39-40 degrés à l'ombre. Alors au soleil, je peux vous dire déjà, c'est beaucoup plus. Alors nous, on a choisi de venir ici à la piscine Alfred Nakache et Joanne Demarle va vous montrer, elle rencontre un franc succès. Parce qu'effectivement, cette chaleur est assez étouffante dans la ville rose. Alors, les Toulousains cherchent les endroits où ils peuvent reprendre un petit peu de fraîcheur comme ici. D'autant plus que la municipalité a fait en sorte que cette piscine soit moins chère, s'il vous plaît. Que cette piscine soit pas trop chère et en plus ça permet également... Allez, Hugo Smag, on va revenir vers vous peut-être un peu plus tard. On voit que l'agitation perturbe votre duplex avec ses enfants forcément excédés par la chaleur, on va dire ça. Loïc Rivière, on va revenir sur ces conditions météo donc compliquées surtout dans le sud-ouest mais avec cette vague de chaleur qui a atteint aussi des départements bretons. Le Finistère, le Morbihan également concerné pour aujourd'hui, donc toute la façade atlantique jusqu'aux Pyrénées, des Alpes jusqu'à la Méditerranée. On dépasse largement les 40 degrés, 41 degrés notamment à Saint-Nazaire d'Aude, plus de 40 degrés dans le Var, dans l'Hérault ou encore en Dordogne. En ce moment, on commence tout de même à distinguer le bout de cette canicule. En réalité, notre porte de sortie est au large en ce moment. C'est une dépression, on vous en a déjà parlé, c'est l'ex-tempête tropicale Dexter. C'est elle qui est la cause de cette canicule. C'est elle qui a aspiré cette masse d'air caniculaire venue du Maghreb et d'Espagne. Mais quand elle va se rapprocher, elle va nous donner des orages violents cette fois-ci. Et les températures
vont chuter. On passera parfois de 40 à 25 degrés seulement. Donc plus de 40 degrés pour ce samedi. C'est un nouveau pic de chaleur dans cette vague qui dure déjà depuis plus d'une semaine. Ce dimanche, peu à peu, les très fortes chaleurs vont régresser vers le sud du pays. On dépassera encore les 40 degrés dans l'arrière-pays méditerranéen. Les voici, ces orages qui vont arriver lundi par la façade atlantique. Alors il y aura beaucoup de chaleur pour les alimenter. C'est le carburant pour ces orages potentiellement violents qui pourront donner de fortes pluies en très peu de temps, de fortes rafales de vent et parfois même de la grêle localement. La canicule sera terminée à l'ouest, au sud pour cette journée de mardi, mais ce sera très agité. Et mercredi, les orages vont même remonter vers le nord du pays. À droite de cette image, vous avez les températures moyennes. 25 degrés de moyenne au nord, 28 degrés de moyenne au sud. Et je vous donne le détail maintenant de cette journée de mercredi avec 10-15 degrés de moins. On respirera bien mieux, notamment à Bordeaux, seulement 25 degrés, 27 à Marseille, vous aurez 26 à Paris et 22 à Nancy. On sera globalement dans les moyennes. Ça fera du bien. Merci beaucoup Loïc. Autre conséquence de la chaleur, la récolte des fruits dans certaines régions du pays, abîmées ces fruits par ces vagues de chaleur successives cet été. La prune et la framboise font partie des victimes. On voit ça avec Pierre-Louis Bousset. C'est le moment le plus important de la saison pour Maurice, celui de la récolte de ses 17 hectares de prunes. Mais à cause de la chaleur écrasante, le ramassage se fait bien plus lentement que d'habitude. J'ai le personnel qui à 12h30 va arrêter. C'est impossible de travailler à 40-45 degrés l'après-midi. Une fois récoltées, c'est une course contre la montre qui s'engage. À cause du manque d'eau, les prunes sont plus petites et se conservent moins longtemps. Elles doivent donc être envoyées à la vente très rapidement. D'habitude, nous avons entre 5 et 6 semaines pour vendre la prune. Et là, vu ces grosses canicules, nous avons une teneur qui dure à peu près entre 3 et 4 semaines maximum. Même situation sur cette exploitation de l'Isère. Ici, ce sont les framboises de Marc qui font les frais de la météo actuelle. On voit ici des taches de dépigmentation dues aux excès de soleil. La solution pour Marc, s'adapter en transformant une partie de sa production. J'en profite pour faire plus de confiture à cette saison-là. Pour moi, c'est pas perdu. Mais si je faisais que de la vente en barquette de présentation pour les fruits de bouche, là, du coup, je serais lourdement impacté parce qu'il y a une dévalorisation très importante. Marc pense également à faire installer ses serres sur tout le reste de ses champs. Mais cela représenterait un investissement conséquent, 480 000 €. La chaleur qui complique la situation également sur le plan des risques de feux de forêt. C'est le cas en France, c'est également le cas en Espagne, violemment touché par ces incendies depuis plusieurs semaines, plus d'une quinzaine d'incendies maintenant dans tout le pays. C'est surtout le nord et le nord-ouest du pays qui sont concernés, comme ici à Villar-de-Vos, on est dans le nord-ouest de l'Espagne. Vous voyez avec ces incendies cet après-midi, de grosses flammes, de gros panaches de fumée qui approchent des habitations. Oui, 3 personnes ont déjà perdu la vie à cause de ces incendies. Le pays qui est confronté à une double alerte, celle aux incendies, mais aussi une alerte canicule. Carla Plomb, Mathieu Lepeigny avec Laura Cambo. Cet homme a dû fuir, contraint de tout laisser derrière lui face à un incendie déchaîné. Les feux, il y est malheureusement habitué, mais jamais d'une telle ampleur. Tous les étés, il y a des incendies. Ils sont plus ou moins importants, mais cette fois, le vent était tellement sec et violent que c'est vite devenu hors de contrôle pour les pompiers. Il fait partie des milliers de personnes évacuées en Castille et Léon face aux violents feux de forêt. Dans ce village, tous ont été accueillis dans ce gymnase, transformé en hébergement d'urgence par la Croix-Rouge. Mais aucune région n'échappe aux violents incendies. Exemple ici, à 40 km vers l'ouest, près de la frontière portugaise. Cette Française devait se rendre à Porto pour un mariage, mais face aux flammes incontrôlables, elle a rebroussé chemin. Alors c'est lunaire, là on revient de l'autoroute où ça faisait demi-tour. En fait c'est tout noir de partout. Et de toute façon, il n'y avait plus de voitures sur l'autoroute. Ce poste de secours est placé à mi-chemin entre 2 foyers distincts et menaçants. Menaçant, car les conditions météorologiques ne jouent pas en faveur des secours. Nous subissons une température très élevée, autour des 35 degrés en permanence, une humidité relative très faible, inférieure à 10%, et un vent avec des rafales à plus de 60 km/h. À cause de la canicule, le risque d'incendie va rester très élevé encore plusieurs jours, selon l'Agence météorologique nationale.
Restez avec nous sur BFM TV dans un instant sur l'après-info. Nous reviendrons sur cette actualité internationale. Moins de 24 heures après cette rencontre entre les présidents Trump et Poutine, le président russe déclare que la rencontre avec le président américain était opportune et très utile. Demain, ce sera au tour de Volodymyr Zelensky d'être reçu dans le bureau ovale à Washington par Donald Trump. Une réunion qu'il espère être moins humiliante que la précédente en février dernier. Le sort de son pays est en jeu. Les États européens de la coalition des volontaires se mobilisent encore. Ils seront en réunion en visioconférence. Demain, on en parle dans quelques minutes. Restez avec nous. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Regardez la météo avec entrediscount.com. Yes, yes. Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Il est important de bien s'hydrater en ce moment. Nous allons à Évian, sur les bords du Léman. Température très élevée en début de journée, déjà 20 degrés à 7 heures du matin. L'eau du lac est à 23 degrés et on dépasse largement les 30 degrés en cours de journée. Évidemment, la Haute-Savoie, la Savoie reste en vigilance orange canicule. 54 départements concernés pour aujourd'hui, avec ça remonte jusqu'au Finistère, jusqu'au Morbihan. Ça va s'améliorer tout de même dans le courant de la nuit en Auvergne, sur le Limousin, en Bourgogne-Franche-Comté. 36 départements seront maintenus tout de même en vigilance orange pour cette journée de dimanche. C'est cette dépression sur l'océan qui souffle le chaud pour l'instant, le froid bientôt avec l'arrivée d'orages violents pour le début de la semaine prochaine. Au moins, les températures ont bien baissé. Pour ce dimanche, on aura beaucoup de soleil. À nouveau, quelques plaques de grisaille à noter sur le Pas-de-Calais en direction des Flandres et plus au sud, en direction de la Nouvelle-Aquitaine. Ces nuages prendront le large. Dans l'après-midi, le soleil va s'imposer. Vous voyez ce voile de nuages élevés tout de même qui va persister en allant vers l'ouest. Ce sont les fumées des incendies ibériques qui remontent le long de l'Atlantique. Le vent va accélérer près de la Méditerranée jusqu'à 70 km/h, d'où ce risque d'incendie très sévère des Bouches-du-Rhône jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Nous aurons quelques coups de tonnerre sur les reliefs du sud. Les températures seront déjà très élevées. Le matin, dans l'après-midi, on atteindra les 40 degrés, principalement sur le Roussillon. Vous aurez 37 à Bordeaux, 32 à Lyon et 28 à Paris. Je vous montre les températures de mercredi. Là, on va perdre 10 à 15 degrés en l'espace de quelques jours. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Quasiment 17h30 sur BFM TV, suite de l'après-info, en grande partie consacrée aux suites de ce sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska hier. Une rencontre, je cite, opportune, très utile, sur une base équitable. Déclaration il y a quelques instants de Vladimir Poutine après sa rencontre, ses retrouvailles avec Donald Trump. Donald Trump qui recevra lundi à la Maison-Blanche Volodymyr Zelensky. Les dirigeants européens, eux, pour certains, vont s'entretenir demain en visioconférence. On en parle dans un instant. Au programme de l'après-info également, cette vague caniculaire qui se poursuit en France. C'est la suite, mais pas tout à fait la fin. 54 départements restent toujours en vigilance orange canicule aujourd'hui. Ce sera 36 demain. Mais tout de même, des circonstances qui avivent les risques d'incendie. Il reste élevé dans 3 départements, toujours placés en vigilance rouge dans le sud de la France. 9 pharmacies sur 10 fermées aujourd'hui. Les officines protestent contre la baisse des remises commerciales sur les génériques décrétées par le gouvernement. Mesure dénoncée comme étant dangereuse pour l'avenir du réseau des officines. Et attention, avec ce nouveau week-end de chasse et croisée sur les routes, il y a beaucoup de monde dans les deux sens de circulation et donc beaucoup plus de risques d'accidents. Ce sont 338 personnes qui sont mortes le mois dernier sur les routes de France métropolitaine, bien plus qu'en juillet de l'année dernière. Mais pourquoi faire? C'est la question qu'on peut se poser cet après-midi, quelques heures après le sommet en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Sommet duquel il n'est pas sorti grand-chose de concret, il faut bien le dire, si ce n'est une brève conférence de presse sans question des journalistes. Alors que s'est-il vraiment dit? Joué hors caméra. On voit ça avec Adrien Spiteri et les équipes de BFM TV.
Ces 3 heures de discussion avec Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump les a évoquées avec son homologue ukrainien et les dirigeants européens. Au cœur des échanges, la nécessité de trouver un accord de paix. Tous ont convenu que la meilleure façon de mettre fin à la terrible guerre entre la Russie et l'Ukraine était de conclure directement un accord de paix qui mettrait fin à la guerre et non un simple accord de cessez-le-feu, souvent inapplicable. Pas de cessez-le-feu donc, mais des discussions qui vont se poursuivre dans les prochains jours. Donald Trump espère une réunion trilatérale avec Kiev et Moscou. Il rencontrera d'abord Volodymyr Zelensky. L'Ukraine réaffirme sa volonté de déployer tous les efforts possibles pour parvenir à la paix. Nous soutenons la proposition du président Trump d'organiser une réunion trilatérale entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie. Lundi, je rencontrerai le président Trump à Washington pour discuter de tous les détails concernant la fin des massacres et de la guerre. Les Européens, de leur côté, saluent les efforts du président américain mais rappellent leur position. Il appartiendra à l'Ukraine de prendre des décisions concernant son territoire. Les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force. Tant que les tueries se poursuivront en Ukraine, nous sommes prêts à maintenir la pression sur la Russie. Washington a proposé à Kiev des garanties de sécurité similaires à celles de l'OTAN, mais sans adhésion à l'Alliance. Des garanties basées sur l'article 5, qui stipule que si un pays membre est attaqué, tous les autres se portent à son secours. Et on parle de tout cela avec nos invités. Philippe Gély est toujours avec nous, directeur adjoint de la rédaction du Figaro et ancien correspondant à Washington. Et nous sommes également toujours en présence du général Jérôme Pellistrandi, notre consultant défense. Philippe Gély, il y a ces déclarations là qu'on est en train de voir tomber de Vladimir Poutine, qui sort de son silence donc après cette rencontre hier en Alaska. Il a déclaré que sa rencontre avec Trump hier était opportune et très utile et qu'elle s'était fondée sur des bases équitables. Qu'est-ce qu'on peut comprendre entre les lignes de cette déclaration ? Moi, je comprends que Vladimir Poutine a atteint son principal objectif, qui, à mon sens, était de convaincre Donald Trump de la légitimité de sa position et de ses revendications, qui sont des revendications qu'il présente toujours comme défensives. Je suis le garant de la sécurité de mon pays est menacé, l'OTAN... sur le flanc ouest de la Russie, c'est une menace. Le régime ukrainien, qui n'est pas légitime, etc., etc. Et clairement, il a eu une oreille à l'écoute chez Donald Trump, puisqu'il l'a d'ailleurs lui-même salué. Il a dit que Donald Trump comprend les intérêts nationaux et sécuritaires de la Russie. Et donc, de son point de vue, et on le voit d'ailleurs dans le fait que Donald Trump a basculé de sa demande d'un cessez-le-feu sans condition à la posture russe de dire non, il vaut mieux aller directement vers un accord de paix sur le fond qui règle les problèmes, les causes du conflit, mais c'est-à-dire, c'est beaucoup plus compliqué, puisque évidemment, un accord de paix stable et durable suppose de régler tous les enjeux qui sous-tendent la guerre. Donc, il y a quand même un basculement assez net de Donald Trump dans la logique de Vladimir Poutine. Il est normal que Vladimir Poutine s'en réjouisse. Vous disiez à propos de Donald Trump tout à l'heure sur ce point précis qu'il a eu un changement de pied en quelque sorte. Plutôt une concession, on pourrait dire. C'est lui qui l'a fait finalement, la concession de Donald Trump. Le problème de Donald Trump, c'est c'est souvent le dernier qui a parlé qui a raison. C'est-à-dire, il y a deux éléments. Il y a les convictions profondes qui sont les siennes et dont il ne change jamais. Et il a toujours pensé que la puissance russe et la puissance américaine devaient s'entendre pour le bien de la stabilité mondiale. Ça, il le pensait dans les années 80 et 90 déjà, avant même de se lancer en politique. Et puis, il y a la tactique, la méthode. Et là, on a tous vu Donald Trump faire des zigzags, des sinués entre telle stratégie, telle autre, qu'est-ce qu'on met en premier, qu'est-ce qu'on demande aux uns et aux autres. Le résultat de ce sommet à Anchorage est probablement que dans le bureau ovale lundi, Donald Trump va mettre sous les yeux de Vladimir Poutine quelque chose qui ressemble fort aux demandes de Vladimir Poutine, assorti de quelques garanties de sécurité à définir. Le général Pellistrandi disait tout à l'heure que c'est flou. Effectivement, c'est flou. D'une certaine manière, les Européens essayent de profiter de ce flou pour le rendre, pour borner un peu cette discussion.
Mais on va voir à partir de maintenant et dans les jours et les semaines qui viennent jusqu'à quel point la réconciliation bilatérale entre la Russie de Vladimir Poutine et les États-Unis de Donald Trump laisse sur le bas-côté les Ukrainiens et les Européens. Général Pellistrandi, j'aimerais qu'on réagisse. On va revoir cette dernière citation, donc extraite de ces déclarations de Vladimir Poutine cet après-midi, qui dit qu'il respectera la position américaine, qu'il estime qu'il faut une cessation rapide des hostilités. Nous voulons passer à la résolution de toutes les questions. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il veut passer au-delà, sauter la case, cesser le feu inconditionnel et aller directement à un traité de paix, parce que ça l'arrange bien. Oui, alors, selon des sources bien informées, d'abord, il y a un point qui est important, c'est que la discussion entre les dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, avec Donald Trump, a été très dense. Ça, c'est important, c'est-à-dire que Donald Trump ne s'est pas contenté de dire cette nuit bon, bah voilà, ça s'est bien passé, il y a eu des... C'était plus complet que lors de la conférence de presse, par exemple. Complètement, oui. Il y a eu visiblement, pendant la conversation téléphonique à partir de Air Force One, des échanges assez solides, avec le fait, et là c'est très compliqué, il y a encore beaucoup de détails à régler, que en l'absence de la volonté de l'acceptation par Vladimir Poutine d'un cessez-le-feu, bon, on a l'expérience des accords de Minsk qui n'ont pas fonctionné. Donc, plutôt que s'arc-bouter sur oui, il faut impérativement le cessez-le-feu, puis après des discussions, il y a des compromis possibles. Bon, mais il est vrai, et ça, c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une partie complexe avec, bien sûr, Trump et Poutine, Trump et les Européens, Trump et Zelensky, et avec, on voit bien le fait que même si on peut penser que Trump a beaucoup cédé à Vladimir Poutine, néanmoins il semble qu'il a quand même bien pris en compte un certain nombre d'éléments demandés par Zelensky et par les Européens. La seule chose, c'est que dans ce genre d'affaires face à Poutine, ce sont les détails qui compte, et c'est ça ce qui visiblement est assez compliqué. On imagine la réaction à la fois de Volodymyr Zelensky mais aussi de toute l'Ukraine après ces images vues par le monde entier hier soir. On va les revoir sur BFM TV. Cet accueil chaleureux, c'est peu de le dire, de Donald Trump. Accueil réservé à Vladimir Poutine, sur le tapis rouge, installé sur le tarmac dès le pied de l'avion de Vladimir Poutine sur cette base militaire d'Elmendorf. Applaudissements, tape sur l'épaule. On va dire que c'était un accueil plutôt cordial et ça a choqué, c'est peu de le dire. En plus du flou qui est entretenu depuis la fin de ce sommet, ça a choqué en Ukraine. Hilal Al-Aflahi. Dans les rues de Kiev, les Ukrainiens expriment leur frustration après l'absence d'accord entre Vladimir Poutine et Donald Trump. C'est très compliqué. Nous attendons des actions concrètes et la fin de la guerre. Nous attendons la victoire de l'Ukraine. Certains habitants de la capitale ukrainienne ne comprennent toujours pas comment leur président Volodymyr Zelensky a pu être tenu à l'écart des pourparlers. Comment est-ce possible? Il s'agit du destin de mon pays. Ce n'est pas à eux de décider, ce n'est pas à eux de se rencontrer, ce n'est pas à eux d'en parler. Le président ukrainien, qui s'est entretenu au téléphone avec Donald Trump après le sommet, réaffirme sur les réseaux sociaux la volonté de l'Ukraine de déployer tous les efforts possibles pour parvenir à la paix, une position qu'il pourra défendre directement auprès du président des États-Unis. Lundi, je rencontrerai le président Trump à Washington pour discuter de tous les détails concernant la fin des massacres et de la guerre. L'ancien président ukrainien Petro Porochenko estime qu'il faut établir un véritable rapport de force avec Vladimir Poutine. J'ai beaucoup négocié avec Poutine. Il ne faut pas lui faire confiance. Nous devons parler avec Poutine, non pas en russe ou en anglais, mais avec le langage de la force. Cela consiste à dire que si Poutine n'arrête pas les bombardements, eh bien il faudra passer au plan B, c'est-à-dire plus d'armes livrées à l'Ukraine, y compris des armes offensives. L'ancien dirigeant appelle à maintenir la pression sur la Russie et à renforcer les sanctions jusqu'à obtenir un accord de paix.
Philippe Gély, il y a deux sons de cloche qui émergent un peu du côté de l'Ukraine. On a d'un côté Volodymyr Zelensky qui espère pouvoir poursuivre sur la voie de la paix en allant rencontrer le président américain lundi. Et puis l'ancien président Petro Poroshenko qu'on a entendu dans ce reportage qui, lui, ce matin sur notre antenne, nous disait que voilà, il faut en passer par les armes. Qu'est-ce qui va pouvoir aider au mieux l'Ukraine et les Ukrainiens ? La différence entre les deux, c'est que l'un est aux affaires et l'autre mais qu'il espère y revenir. Aspire à y revenir. Mais l'un se place au niveau des principes, mais le plan B dont parle M. Poroshenko, il est nulle part. Donald Trump a sorti de la table toute idée d'imposer des sanctions à ce stade, et on a vu qu'il avait accepté le narratif russe. Et les déclarations de Vladimir Poutine montrent qu'en fait, pour lui, une paix rapide, ça veut dire quoi en l'état actuel? Ça veut dire une reddition, ça veut dire accepter les conditions posées par la Russie. C'est la seule manière d'arriver à une paix durable et rapide. Donc, pour Poutine, dans cette opération, il a ajouté à sa propre pression militaire sur le terrain la pression diplomatique des États-Unis. C'est gagnant-gagnant à ce stade, à moins que Donald Trump change à nouveau d'avis, ce qui est peu probable. Merci beaucoup Philippe Gély. On continuera évidemment toute la soirée sur BFM TV d'analyser les après de ce sommet en Alaska. Retour en France avec l'actualité de l'après-midi. Ce risque incendie toujours très élevé, en particulier dans le sud du pays. 3 départements français sont en vigilance rouge aujourd'hui, le Vaucluse, la Drôme et l'Aude. Demain, ils seront 5. On va justement aller dans l'Aude retrouver Clémence Renard. Dans ce département, forcément toujours marqué par l'incendie du siècle, c'était il y a moins de 2 semaines. La vigilance est particulièrement active. Oui, avec des conditions météorologiques très défavorables. Il fait très chaud, 40 degrés, avec des ressentis qui peuvent dépasser les 43 degrés. Il y a également du vent avec des rafales entre 40 et 50 km/h. Aussi un taux d'humidité très bas. Et je voulais vous montrer l'état de la végétation. Et dans le massif des Corbières, regardez les pins extrêmement secs. On est avec Anne. Vous êtes élue à la mairie de Portel des Corbières dans ce secteur. Et vous avez une double casquette puisque vous êtes aussi vous-même un bénévole du comité de feux de forêt. On voit d'ailleurs les patrouilleurs qui sont juste derrière. Une équipe qui est très très importante pour la mairie. Vous travaillez d'ailleurs en étroite collaboration. Oui, tout à fait. Nous sommes une quarantaine de patrouilleurs, donc effectivement double casquette en ce qui me concerne. Les comités communaux de feux de forêt sont indispensables pour préserver notre territoire et assurer la sécurité de toutes et tous. Alors vous le faites aussi régulièrement, surtout en cette période de vigilance rouge. Qu'est-ce qui est important? Comment vous travaillez en tant que patrouilleur? Alors pour la préservation, là nous faisons de la prévention auprès des habitants et également des touristes. Donc en leur donnant de la documentation notamment sur la conduite à tenir sur notre territoire et sur les. De la prévention, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est que la présence du comité communal de feux de forêt sur le terrain, ils sont les yeux des pompiers, c'est eux qui peuvent détecter les feux, en tout cas les fumées suspectes. Ça rassure la population? Oui, tout à fait. Effectivement, nous avons de très bons retours de la part des habitants portelais, mais également des touristes lorsque nous allons nous présenter. Ils sont extrêmement heureux et rassurés de notre présence. Oui, aussi peut-être en profiter pour passer un message à la population, notamment une sensibilisation, éviter par exemple les gestes d'imprudence, surtout en ces périodes-là. Oui, effectivement, les massifs forestiers sont fermés et puis nous en avons parlé, effectivement, les jets de mégots, les différents gestes à ne pas faire, à éviter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous parlez justement des massifs forestiers fermés. Ils sont tous fermés dans le département de l'Aude ce week-end. Et donc la patrouille des comités de feux de forêt sont là pour sensibiliser la population. Ils ne verbalisent pas. En revanche, les personnes qui vont quand même dans ces massifs forestiers, malgré l'interdiction d'accès, s'exposent tout de même à une amende de 135 €. Vigilance extrême dans l'Aude. Merci beaucoup Clémence Renard en direct avec Willem Gay de Portel des Corbières. Loïc Rivière nous a rejoint du service météo et climat, évidemment, avec ces conditions qui concernent donc la France, ces risques d'incendie. On les a vécus il y a encore peu. C'est aussi le cas en Espagne avec plus d'une quinzaine de feux qui ont ravagé le pays, notamment dans le nord et dans le nord-ouest. Et ça continue de brûler. Oui, et ces images sont très impressionnantes. Vous voyez ce feu en cours ici du côté de Vallard-des-Vosses. Nous sommes dans la province d'Ourens, l'une des plus touchées. Déjà plus de
11 000 hectares partis en fumée. On le dit partout en Espagne, on manque de moyens humains notamment. Alors les habitants se sont mis à aider les pompiers avec des habitations qui sont cernées par les flammes en ce moment. Alors certains ont attrapé des pelles simplement pour jeter de la terre sur les foyers en cours et parfois on vide des piscines pour tenter d'éteindre cet incendie. Vous voyez que les flammes sont actuellement très actives. Il y a beaucoup de vent sur ce secteur, jusqu'à 50-60 km/h et des températures très élevées aux alentours des 35 degrés. On dépasse largement les 40 degrés en allant vers le sud de l'Espagne. Ça fait des semaines que ça dure comme ça. C'est l'une des pires saisons depuis 2022 en ce qui concerne les incendies. Au moins 157 000 hectares partis en fumée. Les voici donc, ces habitants avec ces pelles, ces rames sur l'épaule pour tenter d'agir face à ces foyers. On en atteint des dizaines de foyers sont éteints tous les jours, mais en réalité, ils reprennent depuis au moins 3 semaines. Là, c'est la 3e semaine d'alerte canicule avec des températures extrêmes. Et cette masse d'air remonte également de notre côté des Pyrénées. On peut même voir ces fumées d'incendie espagnols et portugais depuis l'espace. En ce moment, vous voyez, on peut les distinguer sur l'océan. Elles remontent le long de l'Atlantique et jusqu'en Bretagne. Et justement, en Bretagne, on a des images impressionnantes de ce ciel laiteux. C'est la faute, on va dire, à ces feux espagnols. Voici ce que vous voyez depuis les plages. Avec ce ciel laiteux, il est dû à ces fumées d'incendie. Alors, ce sont des particules fines qui dégradent la qualité de l'air en ce moment et qui voilent votre ciel, donc principalement en Bretagne, parfois jusqu'en Normandie et surtout près de l'océan. Ces fumées sont évidemment en altitude. Ça reste très chaud en allant près du sol avec des températures qui s'envolent à nouveau cet après-midi au-delà des 40 degrés dans le sud-ouest du pays. Merci beaucoup pour ces précisions, Loïc. Et donc, on rappelle qu'en France, ce sont 3 départements qui sont aujourd'hui en vigilance rouge au feu de forêt et que demain, donc, ce sera encore plus nombreux. Ça devrait être 5. Autre actualité, 17h45, c'est pharmacie. Plus de 9 sur 10 qui sont fermées aujourd'hui en France à la suite d'une mobilisation des officines contre la baisse des remises commerciales sur les médicaments génériques qui a été décrétée par le gouvernement. Milan Argelas, vous êtes devant une pharmacie fermée du 15e arrondissement de Paris. Une mesure qui a été perçue comme dangereuse pour l'avenir des réseaux de pharmaciens. Oui, vous l'avez dit, plusieurs pharmacies ont fait le choix de baisser le rideau aujourd'hui. C'est le cas justement de cette pharmacie du 15e arrondissement. Il est d'ailleurs très clairement indiqué sur la vitrine de la pharmacie. Fermeture le samedi 16 août, une fermeture en lien avec les grèves. On va rappeler justement les raisons de cette grève des pharmaciens aujourd'hui. D'abord, les pharmaciens protestent contre la baisse de la remise sur les achats de médicaments. Cette remise accordée par les laboratoires aux pharmacies, elle est actuellement plafonnée à 40%. À partir du 1er septembre, cette remise sera plafonnée à 30%. La deuxième raison, c'est l'inquiétude des pharmaciens quant à l'avenir de la profession. Selon les syndicats, 4000 pharmacies ont fermé sur les 15 dernières années. Toujours selon les syndicats, une pharmacie sur 3 serait en péril aujourd'hui. Les Parisiens ont donc pu constater ces fermetures de pharmacies aujourd'hui. Écoutez-les justement, ils étaient au micro d'Eliott Franco. Je trouve quand il fait s'arranger entre eux qu'il y a une ouverte. Vous voyez, ici, il y en a plein, mais ils ferment tous le dimanche. Je suis quelqu'un de jeune, donc qui peut marcher assez vite. Je pense que pour les personnes âgées, c'est peut-être aussi beaucoup plus compliqué de se déplacer. Ça a été un peu compliqué. J'ai fait 3 pharmacies dans le quartier pour en trouver une. C'était un petit peu plus compliqué, mais franchement, dans le quartier, ici, il y a beaucoup de pharmacies, donc c'était pas si dur que ça. Plusieurs pharmaciens ont tout de même fait le choix d'ouvrir. Aujourd'hui, nous avons pu échanger avec certains d'entre eux. Ils nous expliquent que ces ouvertures de leur pharmacie, elles sont tout simplement dues à leur chiffre d'affaires. Ils doivent faire leur chiffre d'affaires. Ils n'ont pas d'autre choix que d'ouvrir. Ils soutiennent pour autant justement ce mouvement de grève. On rappelle ce chiffre, selon les départements, jusqu'à 90% de pharmacies sont fermées aujourd'hui. Milan Argelas avec Dorine Jarnias pour BFM TV. On vous parle à présent de ce rassemblement musical illégal de cette rave party toujours en cours depuis hier soir 23h dans l'Isère. On est dans la commune de Cours et Buis. Célia Vallée du service police-justice de BFM TV est à nos côtés en plateau. Il y a environ 1000 personnes qui sont rassemblées, Célia, sur un terrain privé. Que sait-on concrètement ?
On sait que la préfecture avait interdit ce rassemblement et on sait également que des gendarmes ont été pris à partie. Hier soir, c'était vers 23h. Ils étaient en train de contrôler un camion d'individus qui installait du matériel sonore. Jusqu'à 400 véhicules sont arrivés rapidement sur les lieux et c'est là que les gendarmes ont été pris à partie avec notamment des jets de pierre. Un gendarme a été blessé au niveau du coude et 5 véhicules de gendarmerie ont été dégradés. La rave party, elle est toujours en cours actuellement. Il y a 1 millier de personnes, vous l'avez dit, sur place. Un hélicoptère également pour sécuriser la zone, en plus de plus de 40 gendarmes sur place et le renfort de CRS dernièrement. Ils font des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants autour de l'événement. Cet événement, vous l'avez dit, il était interdit, notamment en raison de la canicule et du risque sévère de feux de forêt qu'il y a dans l'Isère actuellement. Donc la commune de Cour-et-Buis va porter plainte, le propriétaire du terrain aussi, et la rave party, elle va durer encore demain et peut-être jusqu'à lundi. Ce sera à suivre. Merci beaucoup Célia Vallée. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans l'après-midi info cet après-midi. Merci Stéphane de m'avoir accompagné. On vous laisse dans les mains de Anthony Lebos et de Maëva Lamy qui reviendront donc dans cette soirée spéciale sur les suites de cette rencontre hier entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage en Alaska. Bonne soirée à tous. À bientôt.